Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle qui porte le numéro 158. Au programme cette semaine, la preview de la saison 2024 en MotoGP. Et avec moi encore une fois, on enchaîne la fine équipe avec Paul, Cyril et Pierre. Comment ça va les garçons ? Ouais, je suis encore moins fin que tout à l'heure parce que j'ai bu une bière déjà. Ça va. Moi, je tourne au café, donc du coup, c'est bon. Je suis toujours fan de Honda et je parie sur Nakagami, champion du monde. Toujours champion du monde et sans doute encore en 2024. J'ai bon espoir, il y a suffisamment de pilotes pour apporter un nouveau titre pour Ducati. Ouais, t'inquiète, oui, on va mettre en place un système de concession bien. Au pire, tu auras le titre en Superbike, ça sera déjà pas mal, quoi. Ouais, en Superbike, il y a plus d'incertitude, je trouve, qu'en MotoGP. Maintenant que tu as Marquez en MotoGP qui va choper le titre, t'inquiète. On a déjà fait un point sur le calendrier dans l'épisode de Moto 2, Moto 3, donc on vous laissera aller écouter ça. C'est une raison d'aller l'écouter, on vous fait un peu de chantage. Par contre, on a quelques news pour la saison 2024. Pierre, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur tout ce qui se passe et tout ce qui change ? Parce qu'il y a, je pense que j'ai rien compris. Voilà, Alors, c'est celui qui a le mieux compris. je pense que déjà, on va parler des news qui fâchent pas. Donc, il y a un nouveau mélange de gomme pour le pneu Michelin avant, sur le soft et le médium. Donc, il change juste la gomme un petit peu. Et ça permettrait une pression légèrement plus basse qu'en 2023, en pression minimum, avant l'introduction d'un nouveau pneu, donc avec une nouvelle carcasse pour 2025. On a aussi, donc ça concerne toutes les catégories, donc 40% d'essence d'origine non fossile, appelée aussi biofuel, cette saison, avant 100% en 2027. Donc, contrairement au Moto 2 ou Moto 3, où le fabricant de ce fuel est imposé, c'est Petronas. En MotoGP, chaque constructeur peut avoir son propre fournisseur. Donc Honda, c'est Repsol, Ducati, Seychelles, etc. Donc il y a des doutes quand même sur comment se comporte l'essence dans le réservoir, s'il y a du biofuel. Est-ce que c'est exactement les mêmes comportements ? Oui, déjà en termes de performance, mais aussi est-ce qu'il n'y a pas une température d'ébullition qui change ou ce genre de choses. Donc à voir si ça cause pas des petits soucis cette saison. Mais je pense que le point que vous attendez tous, donc c'est le nouveau système de concession en MotoGP. C'est le point qui énerve le plus Article Pierre, du même niveau que la pression des pneus énerve Cyril, en fait. Ouais, je crois qu'on a tous des points sensibles. On va trouver celui de Paul. On n'a pas encore trouvé. Nakagami. Donc je vais essayer de faire simple sans relire tout le schmilblick. Donc les concessions seront calculées durant 2 périodes qui sont concomitantes. Donc il y a une première période qui dure 1 an et qui va de la première saison à la dernière épreuve de la saison, et une deuxième période de calcul qui s'étend de la première épreuve après le test d'été, donc souvent c'est Silverstone ou Red Bull Ring, donc c'est à la reprise suivant l'été, jusqu'à la dernière épreuve avant le test d'été de la saison suivante, donc souvent c'est Assen, si je dis pas de bêtises. Donc en gros c'est 2 périodes qui se chevauchent. Et durant ces 2 périodes d'1 an, on calcule toujours qui gagne dans les meilleures motos au classement constructeur pour chaque constructeur. Et en fonction de ça, on a un pourcentage pour savoir dans quelle catégorie se situent les équipes. Donc on a 4 catégories, A, B, C ou D, en fonction des points qu'elles rapportent et du pourcentage de points que ça représente. Et cet pourcentage détermine ensuite les concessions autorisées. Tu veux pas qu'on fasse un épisode spécial rien que pour ça ? Parce que Allez, j'abrège là, c'est fini. Donc, pour faire simple, cette année, en tout cas pour cette année, donc Ducati est en catégorie A, parce qu'ils ont remporté plus de 85% des points constructeurs sur la période de référence précédente, donc sur l'année dernière. Donc c'est rétroactif. Bah, fallait bien démarrer quelque part, tout le monde n'avait pas commencé. Ça fallait démarrer au 1er janvier 2024. Ouais. Bah, dans ce cas-là, ça veut dire... Dans ce cas-là, tu fais le système de concession pour 2026. Ouais. Enfin bon, voilà. Ouais, là, c'est toi qui emmènes pièce dans la machine. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis là pour ça. Aprilia et KTM, eux, sont classés en catégorie C parce qu'ils ont remporté entre 35 et 60% des points constructeurs disponibles. Et Honda, Yamaha sont en catégorie D, donc la catégorie la plus permissive. Mais on voit du coup avec ce que tu nous expliques, Pierre, et quand tu as le détail sous les yeux, que ça fait une grosse différence sur ce dont tu as droit au final Ducati par rapport à Yamaha, par exemple. Enfin, Ouais, en fait, du coup, par rapport à l'ancien système de concession,
en dehors du fait d'y avoir droit ou pas, effectivement, là, c'est plus facile d'y accéder, c'est qu'à la fois, on pénalise ceux qui sont en haut ceux qui sont en rang A, mais aussi on donne beaucoup d'avantages donc, à ceux qui sont en rang D. Donc, par rapport à avant, par rapport à une équipe qui était déjà avec des concessions, ça change pas grand-chose parce qu'il y avait à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire que 260 pneus test, des essais privés libres sur n'importe quel circuit. Il y a 6 wildcards dans la saison avec plus de moteurs et un moteur qui n'est pas figé durant la saison. Petite news avec depuis l'introduction de l'aéro, donc ils ont le droit aussi à 2 types d'aéros différents de la saison en fait, contrairement à un pour les autres équipes. Mais pour les équipes de tête, ceux qui sont en catégorie A, là il y a des restrictions du coup maintenant, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc plus de wildcard par exemple pour Ducati en 2024 et après moins de pneus de test. Avant on avait 200 pneus pour toutes les écuries qui n'étaient pas sous système de concession et maintenant on passe à 170 pour les écuries qui sont en catégorie A. Donc les tests sont toujours avec le test rider only, donc le pilote privé sous contrat et sur 3 circuits, ça c'est aussi comme avant, 3 circuits définis, hors essai officiel bien sûr comme celui du Qatar ou de Sepang. Ensuite, les moteurs qui sont figés et le nombre de moteurs ne change pas, ni l'aéro peut-être. Ça fait quand même une grosse différence, rien que sur les pneus en fait. Enfin, c'est énorme. Et même sur le nombre de wildcards. Après, il faut se dire que bon, si Yamaha fait faire des wildcards à Crutchlow pour faire des tests, ça va pas leur apporter grand-chose. Mais ouais, enfin, c'est déjà le fait d'avoir 0 wildcard, au-delà de l'aspect concession, progression, etc. Je trouve pas ça très cool par rapport à l'apport que ça peut avoir. Tu vois, par exemple, Bautista, il a eu une wildcard parce que c'était pour le remercier d'avoir gagné un championnat. Donc, je sais pas, moi, ça me gêne un peu au-delà de tout ce que ça apporte comme problème moral, ces changements de concession. Et Cyril, il me semble que tu avais quelque chose à dire par rapport à tout ça. Même si tu n'avais pas tout compris, tu avais un avis dessus. Non, mais moi, je trouve que c'est un peu bête, surtout que, en fait, c'est clairement KTM qui a, à mon avis, poussé pour certains points. C'est-à-dire, typiquement, KTM en catégorie C, ils vont avoir le droit à 6 wildcards avec, en plus, le fait que les wildcards ne sont pas assujettis au design freeze. C'est-à-dire que les pilotes qui sont engagés sur la saison vont être en design freeze, c'est-à-dire les 2 pilotes officiels et 2 pilotes Tech 3 gaz-gaz. Par contre, Pedrosa, tu vas pouvoir le faire venir 6 fois, avec 6 fois des moteurs différents. Donc, et ça pendant toute l'année. Après, moi, je veux bien voir Pedrosa 6 fois en piste s'il fait comme l'année dernière. Oui, moi je suis très content. Ça va permettre à KTM effectivement de passer peut-être en catégorie B et qu'on voit moins Pedrosa. Ça, c'est un peu dommage. Je sais pas ce qu'il a été premier à Paul Espargaro, mais il a quand même changé de statut un peu contre son gré. Donc, c'est peut-être lui plus qu'on verra en wildcard. Je sais pas. Mais après, on verra ce que ça va donner. Moi, voir des constructeurs comme Honda et Yamaha sans design freeze au Qatar, je trouve que c'est une ineptie. C'est complètement débile. Pour moi, on n'est plus dans le sport, on est vraiment dans... Ouais, là, c'est plus du sport. On va organiser un spectacle avec... Je vois pas comment tu peux justifier que Ducati ne puisse plus faire de wildcard. Ouais, puis c'est pas équitable en fait. C'est un sport, on est censé avoir, même si il y a tout l'aspect prototype et Ducati qui est vraiment très avant-gardiste là-dessus, mais en même temps, on l'a déjà dit plein de fois, chaque team a eu ses périodes. Il y a eu l'époque Honda, il y a eu l'époque Yamaha, il y a l'époque Ducati maintenant. Mais au-delà de ça, c'est pas réglo. En fait, tu combats pas avec les mêmes armes. Parce que il y a la moto et il y a tout ce qui va autour. Et là, c'est jouer sur des points de règlement pour gagner, grappiller des points. Et c'est à se demander si au final, ça va pas pousser aussi les top teams à un peu rétrograder et revenir un peu en arrière pour avoir accès à tout ça et pour pouvoir continuer à faire des avancées. Parce que Ducati, oui, ils proposent des choses, mais ils les testent sur la saison aussi. Enfin, ils ont besoin d'avoir des retours pilotes. Et c'est pas les 2 tests dans l'année qui vont suffire. C'est une capacité d'amélioration continue du matériel existant que tu as. Donc à partir du moment où on ne fait plus de wildcard, forcément ça va le freiner. Donc après, j'ai pas trop regardé la différence entre A et B, mais B, il n'y a personne de toute façon. Oui, mais B, c'était 190 pneus de test contre 170. Ouais, mais est-ce que tu as un intérêt pour Ducati à redescendre en catégorie B ? T'as 3 wildcards. Bah oui, t'as 3 wildcards, mais bon. Non, mais tu peux pas dire à tes pilotes gagne pas cette course ou termine pas mieux que 5ème parce que sinon on va passer en catégorie. Si tu veux, quand j'ai regardé un petit peu le truc rapido, je me suis dit le premier truc c'est pour éviter d'avoir 8 Ducati sur la grille. Donc le premier effet,
c'est ça, d'avoir moins de Ducati sur la grille. Bah, faut faire un point de règlement pour dire on limite les équipes satellites à 2 satellites. Une officielle plus 2 satellites. Là, vouloir faire ça, je vois toujours pas l'intérêt. Après, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des tests intersaison, mais effectivement, Honda a plus la volonté de bouger, peut-être un petit peu moins qu'Yamaha, mais quand même, entreprendre 35% des points avec ton équipe pour monter jusqu'à 60% des points, il faut doubler ton nombre de points. Enfin, il faut quasiment doubler ton nombre de points. Donc, c'est énorme, sachant, autant effectivement, ça favorise l'évolution des motos, mais à mon avis, on n'est pas prêt de voir Honda en catégorie B, quoi. Ouais, non, ça c'est clair. Moi, ce qui me choque surtout. Encore moins Yamaha. Moi, ce qui me choque surtout dans ce système-là, c'est. Bon, tu l'as écrit en dessous, hein, mais ça me choque aussi, c'est qu'en fait, pendant des années, les mecs, ils se sont endormis sur leur laurier. J'entends les constructeurs japonais. Les seuls qui avaient l'air de bosser, visiblement, c'était Suzuki qui tenait la dragée haute. Pendant ce temps-là, Ducati, eux, ils ont mangé leur pain noir, ils ont fait leur boulot. Et puis, oui, d'accord, ils gagnent tout. Ok, tout le monde, au moment de choisir une moto satellite, on se dirige chez Ducati. Mais si leur package est meilleur et moins cher, il y a un moment, le patron d'équipe, il va pas aller chercher une Yam ou une Honda qui avance pas, qui blesse ses pilotes. À un moment, faut se réveiller. Ducati, quand ça allait pas, ça repartait, ça pleurait pas, ça allait à l'usine. On a bossé. Ils ont mis du temps à faire leur équipe. La moto, on l'a vu évoluer de saison en saison. Maintenant, ils ont le meilleur package. Les autres, ils ont dit on est largement devant, Yamaha, on est ultra homogène, machin, pas de problème. Honda, on a une meilleure pilote, machin, pas de problème. Et il y a un moment, faut se réveiller en fait, les gars. Et là, faire des concessions pour 2 constructeurs, oui, c'est des constructeurs historiques, mais là, c'est pour dire ils sont pas contents parce qu'ils gagnent pas, donc on va les avantager. Moi, je trouve pas ça correct. Donc le côté, oui, limiter les motos sur la grille, ça, je suis entièrement d'accord. Mais privilégier un règlement pour les forcer à travailler, en disant celui qui bosse bien, finalement, on va lui dire arrête de bosser, t'as trop bien travaillé, je trouve pas ça top. Je te rejoins, Paul. Il y a la partie qui m'a beaucoup énervé, c'est qu'on modifie un règlement que toutes les écuries ont signé. Donc le règlement a été signé en 2021 pour la période 2022-2026. Donc on change les règles en cours du jeu. Je trouve ça déjà tous les ans dégueulasse. Tu changes un petit peu les règles, mais là c'est quand même une évolution majeure. C'est un point majeur du règlement. Je parle pas déjà qu'on a dû avaler la pilule quand il y a eu des innovations qui étaient autorisées au règlement dans la zone grise et qui ont été interdites au fur et à mesure chez Ducati pour mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà. Il y a assouplir les règles pour les équipes les plus faibles. Je comprends le principe, même si je rejoins Paul sur son avis, il a qu'à mieux bosser d'abord. Mais pourquoi on doit pénaliser ceux qui bossent bien ? Pourquoi on retire à Ducati les 3 wildcards, les 200 pneus, etc. C'est quoi l'idée derrière ? C'est de tirer vers le bas le championnat ? Enfin, j'y ai pas trop de... Donc ça, je sais que c'est... 30 pneus sur l'année, je pense pas que ce soit monstrueux. Moi, c'est plus dans le principe. Ça fait 1 ou 2 journées de roulage pour Pirot. Facile, hein. Ouais. Et à terme, donc j'ai peur qu'on tire un peu le championnat vers le bas, c'est-à-dire que vu les conditions, on n'est plus de catégorie A. Les B, ça serait difficile de s'y maintenir, et donc on n'aurait que du C ou du D en permanence. Et je trouve que l'image de championnat où on regarde un novice, il regarde le championnat, il dit il n'y a que des écuries C ou D. Ouais, et puis en fait, tu complexifies vachement le truc pour les newbies, tu vois, les gens qui comprennent pas trop. Enfin, qui viennent d'arriver, entre guillemets, tu leur complexifies le truc entre la pression des pneus, les courses sprint, les machins, les trucs. Enfin, quand tu mets le nez dedans, t'as intérêt de t'accrocher pour comprendre tout ce qu'il y a. Et du coup, c'est des subtilités. Ça fait partie du truc. Hein, et je pense qu'une fois que ça sera mis en place, ça sera beaucoup plus fluide. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et les mecs qui vont commencer à regarder MotoGP parce qu'ils ont vu la série Amazon Prime sur Marquez et qui vont arriver, qui vont dire mais en fait, je comprends rien. En fait, Honda, c'est de la merde. Enfin, c'est une catégorie D qui apporte rien. Enfin, je trouve que ça complexifie vachement la chose pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grande différence, parce que Yamaha, de toute façon, même s'ils ont plus de concessions, s'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils le feront pas. Donc, Après, le point du design freeze et surtout le fait que Honda et Yamaha soient en libre, le design libre, il avait effectivement un sens quand tu arrives dans une catégorie, parce que tu découvres une architecture moteur, tu découvres l'ultra performance, donc tu vas découvrir certaines petites choses au fil du temps. Donc tu as besoin d'essayer des nouvelles choses tout au long de l'année. Là, Honda et Yamaha, je ne pense pas que ce soit des perdreaux de l'année. Ils savent quoi faire. Enfin, après, s'ils savaient quoi faire, ils l'auraient peut-être déjà fait. Mais ils ont une expérience qui est là. Et t'as beau leur dire, vous pouvez changer de moteur toute l'année.
qu'est-ce que ça va changer? De toute façon, ils vont pas venir avec 20 moteurs différents sur toute la saison. Et tu vois bien que même, tu vois, depuis... Enfin, c'est pas si vieux hein, que Yamaha est en difficulté. D'année en année, le moteur n'évolue pas. Donc je vois pas là comment, même si tu leur dis sur l'année, ils vont développer 3 ou 4 moteurs différents, qu'est-ce que ça va changer? Chez Sur le fond. Honda, pour le coup, alors je me souviens plus du nom du mec, mais il y a un mec qui est arrivé qui a pour but aussi de faciliter la communication entre le Japon et Honda pour les modifications sur la moto tout au long de la saison. Oui, mais ça, tu important, parles de tu la vois. moto, donc tu parles du système complet. Là, Ouais, moi, mais ça reste je te parle du... un point d'évolution, tu vois. Ouais, mais si tu veux changer le châssis dans l'ancien système, tu pouvais le changer. Oui, c'est clair. Donc, pourquoi faire un nouveau système où tu dis, bah voilà, ton moteur, il est libre? Puisque de toute façon, les modifs moteurs, l'année dernière, Honda, ils ont fait que ça. Ils ont fait du Calex, ils ont fait du monobras, enfin, ils ont fait du bras carbone, ils ont fait du machin, du bidule, ouais, du châssis carbone. Ils ont essayé tout et n'importe quoi. Ils en ont envoyé pléthore au bac. Donc là, tu leur dis, bah voilà, faites en plus des moteurs libres. Bah, les mecs, ils vont t'en catapulter 15 par week-end, quoi. Enfin, j'exagère en disant ça, mais à mon avis, c'est pas. Ben déjà, quand t'as le châssis libre, comme ils ont pu le faire l'année dernière, et quand on a vu l'échec Honda de 2023, en plus leur dire, ouais, en plus, vous pouvez changer le moteur. Bon, alors là, ça va être la foire à la saucisse, quoi. Enfin, peut-être que ça va être bien, peut-être qu'ils vont s'en sortir, mais. Ouais, ça peut être des petites choses quand on dit qu'ils vont pas forcément révolutionner le moteur. Moi, je trouve que ça tombe à un point où, voilà, c'est pas comme si Ducati domine depuis 10 ans non plus. À part, ça fait 4 ans quand même le championnat constructeur. Ducati, ils sont quand même très très forts. Ça fait que 2 ans pour le championnat pilote. Je trouve quand même qu'il y a eu des périodes de domination japonaise ou même Honda tout court qui ont été beaucoup plus longues et on n'en a pas fait autant de casse. Bah, il y a. En 2019, Honda écrase le championnat et gagne. Bah, attends, de 2013 à 2019, il y a 2 exceptions, c'est tout. Et voilà, et Ducati a travaillé dans l'ombre. Et pourtant, il y a Suzuki voilà. qui arrive, qui bosse, Aprilia qui arrive, qui bosse, Ducati continue à bosser. KTM aussi. KTM, ils ont bien travaillé. Ouais, bon là, KTM, ils jouent avec le feu, hein, parce que c'est quand même eux qui ont appuyé quand même les demandes de Yamaha et de Honda et qui ont dit, bon, si on empêchait aussi les autres qui bossent bien, si on restreignait un peu les avantages de ceux qui bossent bien. Mais après, moi, pour tempérer le truc, Ducati a quand même voix au chapitre. C'est-à-dire que tout ça se discute à l'unanimité. Oui, mais quand on te met le couteau sous la gorge, t'acceptes. Oui. Ah oui, mais tu peux très bien dire non. Alors après, je suis d'accord que et là encore, il y a des choses qu'on sait pas. Et c'est ça qui m'emmerde, moi, sur le fond. C'est que la question à poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez dit oui? Puisqu'une modification de règlement, il faut que tout le monde soit d'accord. Peut-être qu'ils ont obtenu quelque chose pour le règlement qui sera en 2027. Je sais pas. Peut-être. Bah moi non plus. Bon, je pense qu'on a fait le tour parce que les concessions, on pourrait en parler pendant un moment. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé pas mal de toute façon quand c'est sorti. On va passer donc à ce qui nous intéresse, à la catégorie MotoGP et les pilotes et les teams. Pour les rookies de la saison 2024, on sait déjà qui sera rookie de l'année puisque ça sera Pedro Acosta. Pas sûr. Si Morbidelli est viré du team et que Aldeguer monte, ça sera peut-être Aldeguer. Ouais, on va pas souhaiter le mal à Morbidelli, même si on le pense. Partons du principe que ça sera Acosta. Et dans les départs, on avait Paul Espargaro, du coup, qui avait été remercié de chez KTM pour Pedro Acosta. Donc, ils ont switché de place. Et sinon, la grille reste assez similaire. Les grosses nouvelles sur la saison, c'est l'arrivée du sponsor Trackhouse chez Aprilia, qui est le team de Pitbull. Ce que je trouve assez drôle, il avait un team en NASCAR, il me semble, et qui arrive avec une volonté de mettre les moyens, que ce soit sur le développement de la moto, sur la com. Franchement, je pense qu'on n'a jamais vu autant Raúl Fernandez sur les réseaux que depuis qu'il est chez eux. Donc ça, c'est le gros point d'arrivée. Et on a surtout un gros point sur ce team, c'est l'arrivée du team principal que vous connaissez tous, qui est Davide Brivio. Pour moi, c'était un peu Noël quand j'ai vu cette nouvelle parce que c'est un personnage dans le paddock que j'adore. On était tous assez déçus quand il est parti de la compétition. Est-ce que vous étiez contents de savoir qu'il revenait, les gars? C'est un sacré update pour Aprilia quand on voit ce qu'il a fait chez Suzuki avec des pilotes à ce moment-là qui n'étaient pas forcément, dont un qui n'était pas forcément le plus facile à gérer. Et franchement, il est
Ça peut apporter beaucoup à Aprilia. C'est un gars qui sait manager des hommes, qui sait donner une direction technique à une équipe. Donc Pour moi, c'est un peu un faiseur de champion du monde aussi. Tu vois, avec peu de moyens, enfin comme il a fait chez Suzuki, même si on peut remettre en question par bien des manières le titre de Mir, Brivio, il n'a pas été pour rien sur la régularité du type et sur la moto. Donc ouais. Même chez Yamaha, il a gagné plusieurs titres chez Yamaha avec Lorenzo. Non, mais c'est vraiment bien. Ça montre que le team a de l'ambition. Bon, au-delà de Pitbull, quand même, le propriétaire principal, ça reste un ancien pilote de NASCAR. Ouais, mais je trouve ça drôle que ce soit Pitbull quand même. Et il a vraiment l'air d'aimer le sport automobile et la compétition mécanique. Donc, il prend ça au sérieux. Donc, ils prennent David Brivio, mais sans virer, donc qui va devenir team principal. Ouais. Et ils gardent quand même Marco Zillenberg comme directeur technique. Oui. Et Marco Zillenberg comme directeur des pilotes. Donc, je trouve ça bien, c'est sérieux, il y a de l'argent. Ils ont déjà négocié une moto 2024 pour Miguel Oliveira et probablement en cours d'année une deuxième moto 2024 pour Raúl Fernandez. Ouais, et puis même sur la découverte des livrets après Ducati, parce que la cérémonie Ducati est toujours grandiose chaque année, mais c'était ceux qui ont mis le plus de moyens, que ce soit visuellement, sur la com, etc. Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de se taire non plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un vrai coup de boost on a envie de faire gagner cette moto. Après, comme tu dis, c'est un ancien pilote de NASCAR. S'il était là pour se faire discret, ça se saurait. Tu fais pas de la NASCAR quand t'es discret, donc tant qu'il se tape pas sur la gueule dans les paddocks, ça va. Donc voilà, ça c'était les grosses news pour la saison. On va pouvoir commencer, parce qu'on en a pour un petit moment avec les teams, on va pouvoir commencer parler des teams de la saison prochaine. On commence avec Yamaha, qui est team officiel, du coup, avec 2 motos, chez qui il y a 2 personnes, dont un qui ne change pas, c'est Fabio Quartararo, qui roulera avec la GP24. Et le petit nouveau du team, qui a remplacé Morbidelli, c'est un mal pour un bien, je pense, on est assez d'accord pour se le dire, qui est Alex Rins, et qui roulera lui aussi avec la GP24. Yamaha, de toute façon, ça fait un petit moment qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire. Le titre des années, enfin de 2021, il est loin sans être loin. Je pense qu'il est encore dans la tête de beaucoup. Et puis l'arrivée de Rins, ça peut amener de belles choses. Après avoir, faut de la volonté. Il faut du budget, de la volonté. S'ils veulent s'en sortir, là ils sont vraiment très très loin en termes de compétitivité. Quartararo, de toute façon c'est sa dernière année de contrat, donc ça va être à lui de choisir est-ce qu'il veut continuer sur ce projet-là ou partir ailleurs. Donc année pivot pour lui. Et puis on verra quoi. Après une saison avec 2 pilotes, de toute façon, on sait ce que ça vaut. C'est-à-dire que pas de feedback. Ouais, bah oui, mais ça c'est trop tard. Ça va être trop tard, ça va être l'année prochaine, donc ou peut-être même pas. Donc non, Yamaha, il y a beaucoup de travail. Quartararo, il a quand même, il va falloir qu'il fasse un choix assez vite, parce que de toute façon, des places, il n'y en aura plus beaucoup, donc voilà, il va falloir se décider. À voir. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup d'attentes. Bah écoute, comme toi, moi j'y crois absolument pas. Voilà, c'est dommage parce que c'est des pilotes que personnellement j'aime beaucoup, mais j'y crois pas. Donc peut-être une victoire pour un des 2 du team sur des circonstances de course, une course sous la flotte pour Rins ou peut-être les États-Unis ou quelque chose comme ça, mais honnêtement j'y crois pas. Je pense que Yamaha a trop de retard. Si ça avance pas en cours de saison, Fabio aura peut-être plus la tête à penser à la prochaine saison qu'autre chose. Comme tu dis, année charnière, mais soit c'est une année où ils montent vraiment un gros gap pour le futur, les 2 prochaines saisons à venir. Mais honnêtement, j'y crois pas. Ils ont eu trop de saisons pour... De toute façon, la clé, elle va être là. Ça va être en 3 ou 4 GP. Ils vont devoir au moins montrer où ils sont et montrer une capacité d'évolution s'ils veulent conserver Quartararo dans le projet. Après, est-ce que Quartararo veut rester? Ça, c'est encore une autre question. Est-ce que c'est intéressant de rester ou encore pire de partir? Oui. Et ailleurs c'est où? Parce que Ducati, il n'y a pas la fin. Il y a pas de place. Ils vont pas faire de place. Voilà. Et après, il y a... Mais surtout, il faut aussi se rappeler que cette année, c'est la première année où Quartararo sera sans maille. En termes de communication, il va falloir voir ce que ça donne aussi pour lui, parce qu'il va être moins aiguillé. Enfin, on ne sait pas encore comment, mais il sera aiguillé différemment, donc la question va se poser. Mais moi, je rejoins Paul sur le fait qu'il y a un fossé de toute façon entre Yamaha et les autres. J'ai un petit espoir
quand même avec l'arrivée de Rins, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter aussi une réflexion sur l'évolution de la moto et sur les besoins qui est important. On en parlait en off, mais Fabio disait que pour lui, il y avait eu quand même un changement chez Yamaha, c'est qu'avant, il n'était pas écouté quand il faisait des retours. Maintenant, c'est le cas, et quand il fait des retours, les retours sont écoutés et mis en place, que potentiellement ce qu'il avait demandé là à Sepang pourrait être mis en place pour le Qatar. Enfin, du coup, et que c'était beaucoup plus... il se sentait beaucoup plus écouté. Alors, c'est un peu triste à se dire qu'un pilote se dise ça y est, on m'écoute, alors que bon... C'est sa 5e saison chez Yamaha, hein, 2 années en satellite, 2 années en officiel. Et puis au-delà de Quartararo, on a toujours cette discussion autour de Yamaha, c'est qu'il serait peut-être temps de s'acheter un sonotone, parce que Rossi le disait, Lorenzo le disait, Fabio le disait, enfin, à un moment donné, quand tous tes pilotes le disent et que tu dois attendre... Oui, c'est vrai. Mais qui est Vignales, rappelons-nous. On n'a pas le droit de dire ce nom dans la même pièce que Pierre, je le rappelle. Non, mais ça va, tu t'es pas transformé en Hulk, c'est le double maléfique de Pierre, en fait, cet homme. Mais voilà, donc en fait, quand pendant 10 ans, tu as des pilotes qui te disent les gars, on m'écoute pas, et qu'il faut attendre vraiment d'avoir un fossé avec un retard qui est dramatique entre ce que Ducati fait et Yamaha, alors que pardon, mais Yamaha et même Honda, c'était quand même les top teams pendant des années, et ils ont fait des trucs incroyables, et voilà, mais moi, je trouve ça vraiment je trouve ça ultra problématique, quoi. Et oui, j'ai pas espoir de voir Fabio Quartararo titrer cette année, même si je l'aimerais beaucoup. Le titre, non, mais faut avoir des objectifs raisonnables. Ouais, mais tu vois, quand t'as 8 Ducati qui roulent toutes bien, t'as pas à estimer un top 10, et encore... qui roule pas à Ducati pour le moment. Ouais. C'est là où dès le début de saison tu dois construire tu dois justement construire l'avenir. Tu sais que de toute façon au championnat tu finiras entre top 5 et entre 5 et 10. C'est difficile de viser plus haut à mon avis, et c'est là où il faut commencer à tirer des plans sur la comète et savoir où tu en es et où tu veux aller et quels vont être les points d'étape, et c'est là où ça serait intéressant d'avoir le point de vue de l'intérieur. Je rejoins de toute façon pour Yamaha, c'est une saison de transition, faut pas croire autre chose. J'ai cru voir, en delà de ce que disait Ophélie, ils ont quand même un moteur qui semble avoir un peu plus de puissance, parce qu'il y a quand même Quartararo qui a la meilleure vitesse de pointe sur le test du Qatar. Peut-être qu'il a raté le point de freinage, je ne sais pas. Le fait est que ça a l'air de bien rouler. Je pense qu'Alex Rins est un très bon pilote, il avait montré des choses assez rapidement avec la Honda. Sans doute trop inconstant pour mais en tout cas il va tirer le team vers le haut, et dans le sens de Quartararo ça va faire une émulsion, comme on dit. Ils vont bien se challenger. Peut-être que même Rins finira devant Quartararo, c'est pas impossible. J'espère juste que Quartararo va rester concentré. Là souvent il va se plaindre, etc., et je trouve que ça lui porte préjudice, notamment en termes d'image, même si de l'année prochaine il a déjà des plans pour ailleurs, je ne sais pas, qu'il reste concentré sur ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire essayer d'être tout en haut de la feuille de temps, et puis voilà. Mais oui, je te rejoins, pour les deux pilotes, si on les voit dans le top 10 à la fin de l'année, ce sera déjà une saison correcte. Ce sera déjà une belle saison. Après, on en revient à un point qu'on avait évoqué surtout sur le Discord en intersaison. Il va falloir faire des choix, hein, parce que quand t'as pas de pilote d'essai, quand t'as pas de pilote satellite, tu vas pas pouvoir faire des podiums tous les week-ends et développer une moto pour l'année prochaine. Donc c'est là où il va falloir faire des choix, c'est-à-dire sacrifier des GP, parce qu'il y a des GP où tu vas te dire on va peut-être travailler pour le GP de plus tard, ou alors faut avoir une grosse force de frappe en développement, ce qui n'est pas le cas. Donc après, c'est ce que Fabio disait sur Sepang, c'est que déjà ils ont besoin en termes d'évolution d'aller plus vite et plus rapidement, et surtout c'est une moto qui va à nouveau lui poser problème sur des circuits stop and go comme Le Mans et Jerez, parce qu'il pourra pas rivaliser. Donc quand tu dis va falloir sacrifier des week-ends, on sait déjà quel week-end ça va être sacrifié. C'est un peu frustrant, je pense, pour lui aussi, en termes d'évolution derrière. C'est sûr, c'est frustrant, mais au point où ils en sont, de toute façon, ça fait quasiment 7 ans que Vignales, depuis l'époque Vignales-Rossi, que c'est frustrant au point d'envoyer les ingénieurs en conférence de presse, quoi. Donc, au bout d'un moment, si tu veux te sortir de la merde, faut ramer, quoi. En tout cas, ils ont plus d'excuses, parce qu'avec les concessions qu'ils ont, ils ont de quoi faire pour bosser. Oui, c'est clair. Maintenant, ce qu'il faut, si t'as pas de budget... Mais c'est pas une excuse de pas avoir de budget. On parle de Yamaha quand même. Ils vendent assez de pianos pour avoir le budget derrière quand même. Mais si t'as pas de budget... Aprilia, c'est le plus petit budget, regarde ce qu'ils font. Ah bah oui, mais c'est...
Mais parce qu'ils l'utilisent intelligemment. Eh ben voilà, donc c'est Ouais. pas un problème de budget. Ah, si. Bah, si tu mets pas de budget en dev, t'as pas de budget, et puis c'est tout. Puis tu restes avec la même moto. Après, là, ils ont quand même, c'est ce qu'on disait, mais ils ont recruté un aérodynamicien de chez Ducati qui travaille sur la Yamaha. Donc, au premier abord. Débauché, pas recruté. Débauché. Ouais, débauché. Avec les forceps, je pense. Mais peut-être que là, le budget est là. Hein. Peut-être qu'ils l'ont mis dans le salaire de ce monsieur. Mais en tout cas, au premier abord, en plus de ça, à Sepang, les évolutions aéro, on les a pas vues. Hein. Moi, il m'énerve. C'est pas compliqué, Voilà. il m'énerve. On en est à dire, ils ont débauché ou recruté un aérodynamicien cette année. Ça fait 3 ans que la moto n'avance pas. C'est un moment, il le voit bien que les performances Les 4 sont en ans chute. que les ailerons sont arrivés. Ça hein. fait- non, les premiers ailerons sur la Ducati, Ouais. c'est 2016. Ouais, c'est que 10 ans. Mm. Voilà, tout le monde s'est bougé pour le faire. Il n'y a pas un moment, c'est toujours pareil, entre chez eux et chez Honda, il y a un moment, il y a des infos qui se perdent entre l'Europe et le Japon, c'est pas possible. Ou alors les mecs ont la télé en décalage de 2 ans, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils se disent en réunion? Ah non, tout va bien. On est à la rue, tout va bien. Notre moto, elle ressemble encore à une moto, par contre. Oui, elle ressemble pas à un avion. Peut-être pour ça que ça Et avance puis plus. Yamaha, ils sont en train de tout perdre, surtout. Enfin, ils perdent en MotoGP, ils gagnent plus rien. La moto n'avance pas. En Superbike, ils perdent Toprak. Même dans les petites catégories, ça semble tout con, mais Martin Renaudin, qui était sponsorisé par Yamaha et qui est pas mauvais, se casse. Enfin, en fait, que ce soit dans les grosses catégories ou les petites catégories, même celles que plus personne va commencer à regarder, ils se mettent pas les moyens pour fonctionner, en fait. Ils mettent pas les moyens pour se donner de quoi gagner. Donc ouais. Moi, j'ai enfin, une théorie. Tout passe dans le salaire de Rossi, ambassadeur Yamaha. C'est possible. C'est Et- Rossi qui vole tout l'argent. La seule promo que Rossi fait encore à Yamaha, c'est quand il roule sur la R1. Hein. Parce que Et derrière. c'est déjà beaucoup. Hein. Non, Orange, ils ont tous des Yamaha. La moto du Orange. Ouais, mais je pense que Rossi, il est en mesure de se les payer tout seul maintenant. Hein. Avec la royalties qu'il doit Ouais, avoir il a- sur tout ce qu'il a Il a fait, une petite fille, ça coûte cher d'avoir un enfant, les couches. il lui fait faire de la pocket bike maintenant. Bon, on va pouvoir passer. Je pense que Yamaha, on Oui. pourrait débattre j'allais dire de l'incompétence, mais bon, je leur donne un peu de respect quand même à ces pauvres monsieur, de ce qu'ils font. On va passer au deuxième team qui nous énerve grandement par leur manque d'évolution, mais en même temps dans lequel on va commencer à croire parce qu'il y a un Français qui est maintenant. C'est Honda. Honda qui va rouler avec 4 motos, donc un team satellite et un team officiel. Team officiel dans lequel on retrouve Johan Mir et Marini qui auront tous les deux la GP24. Et chez LCR avec Zarco qui va rouler avec la GP24 et Nakagami qui va rouler, je ne sais pas avec laquelle. Déjà, c'est déjà bien qu'il vienne rouler de toute façon. Il a bien de la chance, donc qu'il roule avec la GP21 ou la GP24, ça sera pareil. Voilà, donc du côté du HRC, on a Mir et Marini. Marini qui a fait le pari de quitter le giron du grand frère pour sûrement soit s'en séparer et faire ses preuves sans qu'on dise c'est le frère de Rossi, il est à la VR46, soit pour récupérer les 2 Honda championnes du monde de Rossi. Ça, c'est une autre théorie. Mais voilà, du coup, on les a vus rouler sur les tests à Sepang. Pendant ces tests, Mir a dit que lui, il était très content de la direction prise par Honda, que ça allait dans le bon sens, même s'il y a encore beaucoup de retard sur la moto. Pierre, tu hoches la tête, t'as des choses à dire. Oui, non, mais je te rejoins. Bon, déjà, Honda, je trouve qu'ils ils ont réfléchi et ils se posent les bonnes questions. C'est-à-dire, ils ont une mauvaise moto. Marc les a peut-être conduits dans une impasse. Marc s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? On remet tout à plat. On prend 2 pilotes expérimentés qui sont des bons pilotes en termes de ressenti et de feedback. Marini et Zarco. On va leur donner des motos pour rouler et puis on va essayer de construire à partir de là. Et puis je pense que la moto est bien née. Je ne sais pas si elle sera au niveau d'une Ducati déjà, mais les retours qu'il y a eu depuis les essais de Valence et de Sepang, la moto est bien née. J'ai vu personne partir en high side à 2 mètres en l'air. Les temps semblent corrects. Alors oui, il y a des choses à peaufiner. La moto ne sera pas prête tout de suite, mais je trouve qu'ils sont déjà dans la phase reconstruction, c'est-à-dire on ne va pas dire qu'on va être champion du monde, mais on va travailler et peut-être que dans 2-3 ans, on sera revenu. Mais Donc, ils font aussi le pari, enfin je trouve en tout cas, ils font le pari d'avoir un giron de pilote assez éclectique en termes d'âge. Ils font le pari de la jeunesse, entre guillemets, avec Mir, bon, qui était déjà là, qui a eu une saison très très compliquée l'année dernière,
Je pense que si c'était pas cette saison, même pour lui, ça doit être la pire saison de sa vie. Mais entre Mir et Marini, qui sont des pilotes jeunes, qui ont encore une bonne carrière devant eux, Mir, on en dira ce qu'on veut, mais il a quand même un titre de champion du monde, et Zarco, qui est un pilote plus âgé, mais du coup plus expérimenté, avec des feedbacks qui sont quand même très construits, et on sait que dans le paddock, c'est un des pilotes les plus carrés là-dessus. Je pense que leur team, en tout cas cette année, est un bon team en termes de composition de pilotes. Ils ont de quoi faire, quoi. Ils ont, comme tu disais Pierre, surtout avec Zarco, je pense que c'est intéressant d'avoir son expérience à leur côté, puisque à ce moment ils ont vraiment besoin de ça. Donc c'est pareil, hein, ça va être des histoires de choix, c'est-à-dire est-ce que tu développes beaucoup à l'extérieur pour amener un petit peu sur certains GP, par quel pilote tu vas passer tes évols de développement, est-ce que tu vas aller directement par les pilotes HRC, ou est-ce que tu vas amener ça par Zarco comme le faisait Ducati. Ça va être intéressant de voir. À savoir qu'également, de par le nouveau système, ils ne seront pas bridés par faire des tests à l'extérieur, mais vu la charge de calendrier, ça va être très compliqué d'ajouter des week-ends de tests pour les pilotes qui roulent toute la saison. Mais au moins, moi, la grosse interrogation, ça reste quand même sur les deux pilotes HRC, parce que Mir, l'année dernière, a été catastrophique. Ça va être compliqué de se remettre en ligne. Et Marini, moi je le trouve peut-être un peu tendre pour arriver là, mais justement il a tout à prouver. Donc au final, pas tant de pression que ça. Donc il faut qu'il prenne les choses par le bon sens, et ça peut arriver, quoi. Je te rejoins sur le fait de l'expérience. Alors ils ont de l'expérience la plupart, mais je crois que si tu cumules Mir, Marini, Zarco, Nakagami, on est à 2 victoires en MotoGP. Je crois que Mir en a gagné une lors de la saison où je fais champion du monde. Marini, toujours pas. Marini pas, Zarco il en a une, Nakagami il en a pas. 2 ou 3, ça doit pas. T'as oublié le pilote d'essai, c'est sûr qu'il fait la différence. Attends, je réfléchis. Je l'ai pas. J'allais dire Paul Espargaro, mais pas du tout. Non, moi c'était, j'étais sur, je pensais la même chose en fait. C'est moi ce qui me gêne, c'est même pas les 3 premiers pilotes de notre liste, c'est le pilote d'essai justement et Nakagami. En gros, tu pars avec un team, ok, t'as 4 motos et un pilote d'essai, mais t'as un pilote sur une des 4 motos qui t'a rien apporté depuis des années. Qui a un joker depuis 5 ans, quoi. Voilà, et un pilote d'essai qui, je suis désolé, même quand tu le vois, il y a des pilotes d'essai qui ont réussi à faire beaucoup d'éclats. C'était le cas de Pirro, ça a été le cas forcément de Pedrosa, même... bon sang, j'ai mangé son nom. L'ancien pilote Yamaha. Folger. Folger. Même Folger, quand il faisait des wildcards, avait réussi à faire des choses avec Yam. Et là, t'as Gattoli qui s'était retrouvé libre de guidon, oui, qui avait une sacrée expérience. C'était le moment d'aller l'accrocher. C'est ça que je comprends pas, en fait. Moi, j'arrive pas à me souvenir de qui est leur pilote d'essai. Bradle. Putain, mais d'accord. Tu vois, c'est à ce point-là, quoi. J'ai été vérifié parce qu'il me semblait qu'ils avaient recruté ce que Guintoli est devenu pilote d'essai. Bradle, mais au final, il a fait 2 saisons quasi complètes. complètes. Il est chez BM en Superbike. Et du coup, je cherchais, j'ai revérifié. Non, c'est bien Bradle. Et quand tu lis les... Mais Nakagami, la réflexion qui avait été faite en fin de saison, c'était on le garde parce que Marquez part, parce que ci, parce que ça. Et que du coup, dans le team, Mir, on peut pas considérer qu'il a vraiment roulé l'année dernière. C'est le seul pilote qui a fait toute la saison et qui du coup va pouvoir nous faire des retours sur l'évolution de la moto. C'est grave quand même quand tu vois le palmarès de Nakagami de se dire que tu peux te fier à ce que te dit Nakagami, tu vois, parce que Nakagami, vraiment ses retours l'année dernière, c'était je roule moins vite pour pas que la moto me fasse tomber, quoi. Bah ouais, mais ils en sont là, quoi. Enfin, ils roulent avec 3 motos. Ouais, après, je trouve ça assez positif que Mir dise que la moto évolue et comme disait Pierre, on a vu personne s'envoyer au bac, c'est déjà assez important. Zarco a pas fait de discours en disant qu'il avait fait le mauvais choix. On verra ce que ça va donner sur la saison, hein, mais je pense qu'il y aura un intérêt. Tout le mercato qu'il y a eu l'année dernière, pour moi, il y a un vrai intérêt. Ça va redonner un peu de piment à la saison aussi, même si on n'en a pas manqué. Et de manière complètement superficielle, moi, de voir Zarco rouler avec la petite combi verte, là, enfin, vraiment la moto, enfin le voir sur la Honda, vraiment, j'ai adoré. Je trouvais ça trop chouette à voir. Et il avait l'air content aussi de
de ce que ça donne, quoi. Donc de se dire qu'on a un Français qui a l'air assez satisfait et qui est dans un team qui va potentiellement lui donner les moyens parce qu'ils ont quand même fait un pari en prenant Zarco, c'est cool. Zarco, c'est un des pilotes qui a roulé sur toutes les motos de la catégorie. Sauf Aprilia, mais ouais. Sauf Aprilia. Mais sinon, il a beaucoup d'expérience à apporter. Et d'ailleurs, à Sepang, ce que j'ai apprécié de Honda, ils lui ont donné une moto une 2023 et une 2024. Et il a fait des runs avec les deux pour pouvoir les comparer. Et il a dit que la 2024 était à dégrossir, mais était déjà mieux née que la 2023. Ouais, et puis du coup, Zarco, il va quand même pouvoir bosser avec Ken Kawashi. C'est pas une mauvaise chose non plus, quoi. Oui, l'homme qui fait peur. Ouais, l'homme qui ne sourit jamais. On va garder Ducati pour la fin parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire et sinon ça va être très très long. Donc on va commencer avec le team qui n'a que 2... Non, ils ont tous les deux 4 motos d'ailleurs. Il n'y a que Yamaha qui est à côté de leur pompe. Avec Aprilia, du coup, qui aura 2 teams, dont un dont on a quand même commencé à pas mal parler, avec le team officiel avec Maverick Viñales et Aleix Espargaro, qui ont tous les deux la GP24, et le team Trackhouse, qui du coup a été RNF et ce que vous voulez en voiture, voilà. Avec Miguel Oliveira, qui aura la GP24, et Raúl Fernandez, qui aura la GP23 et potentiellement la GP24 en courte saison. Massimo Rivola disait que ça serait qu'à partir de la mi-saison si ça se faisait. Et comme on l'a très bien dit, c'est aussi l'arrivée de Brivio dans le team comme team principal. Pour moi, Aprilia, cette saison, ils mettent vraiment les moyens. En tout cas, ils veulent se donner les moyens de faire des choses. La moto était quand même bien née l'année dernière et même l'année d'avant, elle n'était pas dégueu. Pour moi, c'est vraiment du peaufinage de ce qu'ils vont faire cette année pour arriver à compenser les petits millièmes qui leur manquent pour arriver au niveau de Ducati. Le gros problème que je vois chez Aprilia, de mon point de vue, c'est les pilotes. Parce que Espargaro, il est vraiment sur la fin de carrière. Il a fait une belle saison 2022, mais 2023 c'était plus compliqué. Viñales, c'est toujours trop irrégulier et pas assez compétitif d'une manière générale. Puis c'est une pleureuse, quoi. Mais moi, je le déteste, c'est dramatique. Vraiment, toi, t'aimes pas Viñales, moi, j'aime pas Espargaro. Moi, la moto, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon. Enfin, ça a le mérite de prendre le problème par le bon sens. C'est-à-dire que t'as beau avoir un super pilote, si t'as une moto pourrie, t'en feras rien. Là, au moins, ils essayent de développer une moto un petit peu plus... Enfin, de développer une moto, dans le bon sens. Le problème, c'est que l'équipe officielle, à mon avis, elle a un déficit au niveau des pilotes. C'est ce que tu dis, c'est un Oliveira, vieillissant, quoi. Voilà. Et Oliveira, pour moi, il peut venir bousculer un petit peu cette hiérarchie. J'y croyais un peu l'année dernière, mais c'est pas vraiment arrivé. Donc là, c'est la deuxième chance, mais il va falloir. Puis l'année dernière, c'était compliqué aussi pour eux. Je pense que ça, nous, on l'a pas vu, on s'en est rendu compte en fin de saison quand ils sont partis. Mais l'aspect budgétaire, développer une moto avec de l'argent qui n'existe pas, en fait, qu'on te promet mais qui n'existe pas, ça peut être très compliqué. Après, le développement, c'est Aprilia, mais après voilà, l'environnement de Miguel Oliveira au sein de la team RNF était compliqué, quoi. Et puis il a pris très très cher toute la saison. Oliveira, il a joué une malchance entre la chute avec Marquez, toutes ses chutes, etc. C'était vraiment très drôle. C'est à la période de Noël ou Nouvel An, je crois. C'est la Dorna qui fait les petites vidéos sur les réseaux et il y a une question, c'est qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette saison 2024 ? Et t'as Oliveira qui dit une saison où on me fait pas chuter à chaque fois à cause de quelqu'un d'autre. Bah oui. Donc, il a de l'autodérision, c'est pas mal déjà. Ouais, mais tu vois, moi pour Aprilia, pour moi la grosse problématique, elle va être là, c'est que ils arrivent quand même avec comme tu disais, avec peu de budget, mais quand même à avoir une capacité de développement que n'ont pas d'autres équipes. Et j'ai un petit peu peur que les pilotes soient pas capables de porter sur la piste cette capacité de développement. Parce que c'est pas Raúl Fernandez, à mon avis, qui réussira à le faire. Mais pour moi, la dernière piste, c'est Oliveira. Ouais. Après, Aleix Espargaro... Elle est faiblarde. Hein. Oui. Après, pour moi, Aleix Espargaro, on en dira tout le mal qu'on en veut. C'est pas moi qui vais vous reprendre. Mais il a envie de gagner. Il sent vraiment... C'est un hargneux, il va rien lâcher. Et s'il y a une victoire à aller chercher, il ira la chercher si il s'arrête pas avant la fin de... En fait, moi, je suis mitigée parce que vraiment, c'est un pilote qui m'exaspère tellement que j'ai envie qu'Aprilia aille faire des choses parce que c'est un team qui a l'agnac, etc. Mais ces pilotes, ils ont un pilote qui est imbuvable, quoi. Enfin, c'est... Non, mais je te rejoins, je suis pas forcément fan de l'homme,
Mais le pilote, en tout cas, ce qu'il a toujours fait, ça fait depuis 2015 qu'il a Aprilia, il se bat avec sa moto et il en tire le meilleur possible. Non, c'est sûr. Contrairement peut-être à d'autres pilotes, je citerai personne parce que peut y avoir des périodes aussi, hein, mais qui vont se plaindre de leur moto et à un moment baisser les bras. Aller chez Spargaro, il n'a jamais fait ça. L'année dernière, il a 2 victoires. L'année d'avant aussi 2 victoires. Cette année, tout ce que je lui souhaite, c'est aussi d'aller chercher au minimum 2 victoires, peut-être Non, avant mais sa retraite. il va encore nous faire des casques avec son fils et sa fille dessus, c'est bon. C'est pas grave. On a vu des casques C'est pas pires le pire. de la part de Rossi. Voilà, Maverick Viñales, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est sa dernière chance cette saison de Non. prouver dans un team officiel. Dans un team officiel. Mais tu le mets où après? Mais Pierre, il le vire, Viñales. Mais moi, je veux pas le voir chez Aprilia. Je veux dire, il y a des pilotes sans doute qui vont mériter une place en usine, que ce soit Bezzecchi, Quartararo, s'ils veulent changer, Martin. Tout ça, c'est des pilotes qui vont aller chercher des places usines. Et Aprilia, ils le savent qu'ils ont une bonne moto. Enfin, la 2024, on ne sait pas encore. Et je pense que Viñales n'a rien prouvé depuis 2 ans et demi. Il y a eu des coups d'éclat, mais c'est pas assez suffisant pour. Il y avait des pour grosses optimiser. rumeurs en fin de saison sur Quartararo romprait son contrat avec Yamaha pour partir chez Aprilia aussi. Et ça sort pas de nulle part. On dira ce qu'on veut. Non, mais il y a des discussions en cours. Mais oui. Tous les pilotes discutent avec tout le monde. Non, mais c'est ça, on dira ce qu'on veut. Mais toutes les rumeurs où à chaque fois on se dit oui, c'est des bruits de couloir, tous les bruits de couloir sont fondés à partir de quelqu'un qui a dit quelque chose. Et pour en revenir au team donc, privé Trackhouse, donc je trouve qu'il y a un beau projet. Miguel Oliveira, peut-être qu'il finira meilleur pilote Aprilia cette année, je lui souhaite. Rolf Fernandez, j'ai un peu de mal avec la personne, ça fait 2 saisons maintenant. Là, il faut qu'il prouve qu'il est plus dans un esprit rookie et qu'il aille chercher des résultats plus réguliers. Il va avoir une bonne moto. Il n'a plus d'excuses. Et avec potentiellement un environnement de travail plus agréable pour eux aussi. Enfin, en tout cas, bon, on l'a déjà dit, mais ils ont l'air de se donner les moyens. Donc Je pense pas que c'est rose partout non plus. Hein. Non, mais ça, c'est comme partout, hein, de toute façon. C'est un métier où il y a beaucoup de pression. Voilà. Moi, de mon côté, je suis encore énormément d'accord avec Pierre sur la partie Fernandez, comme tu le dis. Faut qu'il change de mentalité. C'est plus un rookie, il peut plus se permettre ce qu'il faisait en Moto 2 ou les saisons passées. Le team officiel Aprilia, ouais, c'est Maverick Viñales. Je pense que ce sera malheureusement, il a eu la carrure champion à un moment, il n'a pas saisi l'opportunité et c'est trop irrégulier. Alex Espargaro vieillissant, Miguel Oliveira j'adore, donc lui il faut juste qu'il range la panthère noire qu'il emmène sur chaque circuit, il la laisse chez lui et ça devrait le faire. Maintenant, comme tu dis, Aprilia c'est un petit constructeur et par contre là où je rejoins quand même ce que dit Cyril aussi, c'est je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'il travaille pour aller chercher les derniers centièmes qui va manquer. Mais paradoxalement, c'est les plus durs à avoir. Et là, il faut que tout s'aligne. Le pilote, le package. Et mine de rien, il y a Oliveira, il reste dans l'équipe bis, entre guillemets. Donc une structure, même s'il y a des cadres qui restent, il y a Brivio qui arrive, il faut quand même qu'ils prennent en compte l'équipe. Et pour cette année, ça risque d'être encore un peu juste. Maintenant, voilà, on va arriver sur les années où Aprilia peut transformer l'essai, mais pour cette saison, je pense qu'ils joueront quand même devant, mais je ne les vois pas aller concurrencer les 2 constructeurs suivants. Mais c'est marrant parce que juste je rebondis, j'y pense là, quand tu discutais, Paul, sur les 4 pilotes Aprilia, on regarde de manière brute les résultats, ils sont beaucoup plus, ils sont tous sauf Rolf Fernandez vainqueurs en MotoGP et de plusieurs victoires à chaque fois, quoi. Alex Espargaro 4, Miguel Oliveira ça va être 3 ou 4 avec KTM. Maverick Viñales, je ne les compte pas, mais il doit avoir une dizaine de victoires en MotoGP. Donc sur le papier, c'est déjà plus fort que le line-up de Honda. Oui, c'est clair. Bon, et puis on va terminer avant de passer à Ducati avec KTM qui eux aussi alignent 4 motos sur la grille, avec 2 officiels avec Brad Binder et Jack Miller qui ont la GP24 et le team Gas avec Pedro Acosta et Augusto Fernandez. Je ne sais plus quelle moto ils ont, j'imagine qu'ils n'ont pas la moto de l'année. Si, ils l'ont, mais avec des GP de retard. Ouais. Okay. C'est ce qui s'était passé avec le cadre, mais le cadre encore. Et peut-être que s'ils veulent retenir Acosta, et ce sera oui. plus du tout des GP de retard pour lui. Vu ce que Acosta a fait à Sepang, je pense qu'il va avoir vite les moyens de négocier aussi. Donc déjà, on va commencer, avant de parler d'Acosta, on va parler du team officiel qui est Brad Binder, Jack Miller. De mon avis, je me permets de commencer. Je pense que la moto est bonne, mais le line-up commence à s'essouffler un petit peu. Miller, comme tu le disais très bien, Pierre, il sert à tester des choses. Binder, il a des capacités qui sont pas... c'est pas linéaire, en fait. C'est de temps en temps. C'est vraiment en dents de scie.
Et j'ai peur que ce soit encore la même chose cette année et que du coup, encore une fois, KTM loupe le coche sur cette saison. Binder, non, je trouve qu'au contraire, il est assez régulier, mais pas assez performant. Il est régulier entre 3 et 6. Et il lui manque un petit quelque chose. Il se qualifie souvent mal et ça lui trouve c'est ça. Et... Mais ça fait tout, en fait, les qualifs. Mais bien sûr. Et surtout avec les qualifs qui vont amener le classement en sprint et Binder, mais j'ai l'impression que Binder il manquera toujours un petit quelque chose et puis de toute façon il se fait toujours cartoucher dans le dernier tour. Un petit quelque chose pour rester sur la piste. Oui, aussi. voilà, il y a ça aussi. Non, mais ça en fait partie. Et voilà. Binder, pour qu'il gagne, il faut enlever les limites vertes. Il faut plein de choses. Moi, tu vois, quand je regarde les line-up KTM, je me dis que quitte à avoir rétrogradé Paul Espargaro, l'avoir envoyé à l'essai, à la limite, il fallait peut-être pousser un peu. Et plutôt que d'attaquer la saison avec un Jack Miller qui va se dire de toute façon, si sur les 4 premiers Grands Prix je ne performe pas, je perds mon guidon, quitte à lui dire, écoute, on te garde 1 ou 2 saisons de plus. Par contre, on va t'envoyer chez Tech 3. Et puis on fait monter la pépite tout de suite et on se récupère un line-up de pilotes d'équipe première tout de suite ultra performant. Là, l'interrogation pour moi, ça va être le niveau d'Augusto Fernandez, principalement, parce que lui, il peut rebattre les cartes s'il fait une saison à la Bastianini. Mais je me dis, là, sur les 3 pilotes, en fait, t'as Jack Miller qui commence la saison en se disant, de toute façon, si je performe pas, c'est fini. Mais Augusto Fernandez aussi, je pense, parce que c'était pas l'an dernier, Augusto Fernandez, il était pas mauvais. Il a très peu chuté en course, mais il brille pas non plus. C'est pas. Et là, il va se retrouver derrière Acosta. Acosta, il est arrivé à Sepang, il a fait des trucs Acosta, quoi. Et je serais même pas étonnée de le voir gagner des courses assez vite sur la saison. Cyril, tu fais la grimace, mais moi j'y crois. J'ai espoir. Tu vois, il y a le train de la hype Bezzecchi et à côté il y a le train de la hype Acosta. Moi, je conduis les deux. Mais ouais, je pense qu'il va vite se faire mettre à l'amende s'il se démarque pas cette saison et ça passe ou ça casse, quoi. Après, je trouve, je vous rejoins sur Augusto Fernandez qui a fait une saison honnête l'année dernière. La comparaison, il va vite l'avoir sans doute en sa défaveur face à Acosta, mais derrière, le team Moto2 KTM, c'est Vietti et Honshu qui est rookie, donc je pense ça va pas monter tout de suite. Vietti va jamais monter d'ailleurs, je te préviens. Si Vietti monte l'année prochaine, champion du monde. Vietti, s'il fait une bonne saison, il peut monter. Oui, mais il pourra monter peut-être sur la VR46, Vietti. Donc voilà, Augusto Fernandez, il a encore du temps. Maintenant, il va forcément souffrir la comparaison, mais faut qu'il confirme. C'est partie du jeu. Hein. Ouais, faut qu'il confirme qu'il fasse des top 10. Je suis pas d'accord avec vous sur Miller. Pour moi, c'est pas un pilote qui sera champion du monde, Miller. Il l'a jamais été, même quand il était chez Ducati officiel. Il fait son taf. Forcément, l'année prochaine, il risque de perdre sa place au profit d'Acosta. Est-ce qu'il fallait changer d'équipe dès cette saison ? Je trouve ça dur dans le sens où Tech 3, ils ont déjà subi ça en junior team de KTM, mais ils auraient dû avoir Brad Binder qui finalement passait directement dans le team officiel. Donc si on leur fait 2 fois le coup, quand même, je pense que Poncharel pourrait l'avoir mauvaise quand même. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Le seul point qui pourrait sauver Miller, c'est si encore il avait une capacité de développement ou de test, un apport significatif. Tu vois, sur les GP, à tester des nouvelles choses. Il l'avait chez Pramac. Il l'avait, mais tu vois, chez KTM, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà Pedro Acosta. Ils ont déjà Pedrosa qui a montré qu'il n'a pas besoin de ça, quoi. Et donc, ils ont vraiment, de mon point de vue, ils ont vraiment besoin, eux, de pilotes d'exploitation. Ils ont vraiment parce que le développement, Pedrosa, il a la main dessus et il prouve en venant sur les week-ends avec les motos que ça va. Non, mais ils ont une bonne moto. Hein. C'est encore, pour moi, ils sont comme Aprilia, ils ont besoin de peaufiner en fait. Hein. Ils ont besoin de vraiment de trouver ce qui leur manque pour aller gagner parce que oui, comme tu dis, Binder, quand il se qualifie bien, il est en mesure d'y aller. Il suffit des bonnes conditions de course aussi, mais je pense que c'est pas les plus à plaindre. Et comme tu dis, ils ont Adrosa, pas du tout. Ils ont Pedro Acosta et ils ont Pedrosa en développement, donc ils ont quand même de quoi faire. Après, pour moi, excuse-moi. Non, vas-y. Après, pour moi, le juge de paix aussi, mais ça, c'est une porte ouverte, qui peut freiner Acosta vraiment.
il arrive avec tout le monde a de l'attente autour de lui, tout le monde le voit comme le futur Marquez. Nous aussi, on est tous en attente de voir ce qu'il va donner avec. Bah, ça va être la chute. De vouloir trop en faire parce que ça reste une moto GP, c'est pas une moto 2. On l'a vu de toute façon. La moindre erreur au millimètre près de poignée de gaz, tu t'envoles et puis ça peut faire. Il faut pas qu'il se blesse surtout. Voilà. Et ça, si en début de saison, quand tu connais pas trop la moto, t'en envoies un peu trop, puis tu te retrouves à out pour 3-4 grands prix ou quand tu vois avec les back-to-back qui va se passer, la chute, elle est la blessure en tout cas, elle est rédhibitoire pour une saison. Donc ça peut vraiment freiner. Et la chute qu'il a connue en Moto 2 sur sa première saison, qu'il a mis fin à ses espoirs. Non mais je te rejoins. En plus, alors il s'est adapté très bien à cette moto, mais après rouler sur une course de 25 tours, 26 tours avec une bande de fous furieux à ses trousses ou devant lui, même au premier virage, deuxième virage, on sait que c'est difficile. C'est pas la même chose. Donc il va falloir aussi qu'il apprenne ça lors de ses premières courses, mais je le vois relativement performant, peut-être le meilleur rookie qu'on ait vu depuis, je sais pas depuis quand, mais depuis Fabio Quartararo. Justement, c'était une question. Peut-être depuis Fabio Quartararo. Non, parce que Quartararo fait pas une bonne année de rookie. Parce que c'est sa deuxième année, pardon. Ouais. Justement, vous l'attendez à quel niveau au général en fin de saison? Au moins un top 10. Top 10? Au moins. Ouais. Le problème, c'est pas lui, c'est que je regarde la concurrence et je me dis, ah ouais, quand même. C'est quel est Ducati en fait. C'est là qu'est le piège dans la question, parce que le dernier gros rookie, c'est Marquez, qui est champion du monde la première année. Après, c'est qui? C'est qui? Non. C'est Marquez. Non. Enfin, c'est Marquez qui fait la première. Martin, il fait une bonne première saison. Zarco qui fait P6 au général en 2017. Ouais, ça remonte. Et c'était pas aussi flamboyant que Marquez, quoi. Mais je suis d'accord, c'est pour ça que Marquez est largement au-dessus. Mais on a vraiment tendance à oublier Zarco dans son année de rookie, ce qu'il fait. Il fait quand même 3 podiums et il fait P6 au général sur une Yamaha Satellite Tech 3 où on sait comment Yamaha traitait ses équipes satellites. Et moi, c'est justement en réfléchissant aux attentes que je pouvais avoir sur Acosta cette année, je me dis, ça va être compliqué d'aller chercher un top 5 au général. Et Zarco l'a pas fait, mais il n'était pas loin. Et je me suis dit qu'on a énormément d'attentes et il y a beaucoup de hype autour d'Acosta pour, au final, en fin d'année, s'il fait P5 ou P6 au général, on va dire, c'est génial. Alors que quand Zarco avait fait ça, on n'avait rien dit. Ouais, moi je le vois mal faire P5 ou P6 pour la simple et bonne raison qu'il y a 7 Ducati, si on enlève Morbidelli du coup qui est pas là pour l'instant, mais t'as 7 Ducati, je vois pas les 7 Ducati être hors du top 10 et être en dessous. Et en 2017, Zarco, il a les 2 Yamaha devant lui, donc les 2 Honda, les 2 Yamaha, j'imagine. Les 2 Honda, les 2 Yamaha, Dovi. Et il y a quand même Lorenzo aussi qui est sur une officielle Ducati pour sa première année et qui est derrière. Mais il réussit quand même à mettre derrière lui des pilotes, les 2 pilotes satellites Honda, les 2 pilotes satellites, les 2 pilotes Pramac. Il met quand même énormément de gros pilotes sur des motos compétitives derrière lui. Et moi je suis toujours Team Zarco à Donf. Et là, moi, Acosta, il va falloir qu'il passe ce curseur-là. Mais aussi, pourquoi on dit Acosta ça, il a 19 ans. Il arrive en MotoGP à 19 ans. Bah oui. Il peut gagner son premier Grand Prix avant Freddy Spencer, qui avait 20 ans et quelques quand il est... Faut qu'il le fasse. Ouais. Et moi, à l'opposé, je le vois bien dans le top 5, justement, parce que, je mets peut-être la charrue avant les bœufs, mais pour moi, Honda et les pilotes Honda et Yamaha seront pas dans le top 5. Yamaha, c'est sûr. C'est sûr. Les pilotes Honda, ce sera dur, parce que Mir, il a une saison à refaire, donc les pilotes Honda, pour moi, ce sera difficile. Chez Ducati, alors oui, il y a énormément de pilotes, on va en parler après, mais il y a énormément de pilotes qui ont des choses à prouver. Il y en a un qui va vouloir garder sa place. Alors, je parle pas du champion du monde, parce que pour moi, il est au-dessus du lot pour le moment. Mais il y en a un qui va vouloir garder sa place en équipe officielle. 2 qui vont vouloir aller les chercher. 1 qui est sur un nouveau constructeur. 2 autres qui sont là pour occuper des places, mais qui vont aussi vouloir montrer que leur machine fonctionne et garder des contrats pour l'année prochaine. Ça va faire beaucoup de monde pour quelques places devant. Ça va se chamailler, il va forcément y avoir des erreurs, et je pense qu'à ce jeu-là, s'il arrive lui à faire une vraie saison de rookie, dans le sens où je reste sur mes roues, je marque ce que j'ai à marquer, on peut se retrouver avec une belle surprise à la fin de saison.
une vraie saison pour apprendre et une pour gagner, comme faisait un ancien très grand champion. Après, moi, je peux pas m'enlever de la tête cette course que Pedro Acosta a fait en partant de la ligne des stands et en remontant tous les teams quand il était en moto 2, il me semble, en remontant moto après moto. Et en fait, je serais tellement pas étonnée de le voir faire ça en moto GP vu ce qu'il a fait à Sepang que mettre la charrue avant les bœufs. Quand tu pars 22e et que t'as 8 Ducati devant, bon courage. Et puis là, c'est les meilleurs pilotes du monde en face. Mais Là, il y a quand même Nakagami, oui, c'est faisable. Ouais, bah déjà, si tu remontes Nakagami, c'est pas mal. Mais mettre la charrue avant la bœuf, les bœufs, j'y arrive pas avec cette phrase, c'est dramatique. Vous m'excuserez. Le faire, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est Acosta et qu'il a un potentiel et qu'on le vend de toute façon, tout le monde le vend comme le futur Marquez, donc autant avoir les attentes qui vont avec. Et justement, ça, par contre, c'est une bagarre que j'ai hâte de voir. Adieu Acosta Marquez, là ça va être drôle. Et puis Marquez, il aura pas le temps cette année. Bah, c'est ça, justement, là on va voir des. Ouais, je pense qu'on va voir des belles choses. Tu rajoutes à ça un Binder au milieu qui nous fait des glisses pas possibles, et là on va se régaler par contre. Bah justement, on va pouvoir parler, quand on parle de Marquez, mais on va pouvoir parler du coup du constructeur qui réunit un peu tout le monde. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde quand tu te rends compte qu'il y avait R46 et Grésini et quand tu regardes qui les compose cette année. Mais cette année, c'est marrant parce que t'as les pros Rossi qui supportent Ducati un petit peu, t'as les pros Marquez aussi, et t'as les pros Ducati comme moi. Donc on se retrouve tous, donc les clans sur Internet, ils sont un peu mélangés. Ça va faire un putain d'entonnoir, votre truc. Mais du coup, c'est ça. Et en fait, du coup, t'auras, pour refaire un petit point, on aura 8 motos avec les 2 officiels qui seront Bagnaia et Bastianini avec les GP24 et les motos à côté qui seront les Pramac avec Martin et Morbidelli avec les GP24, si Morbidelli se décide à revenir. La VR46 avec Bezzecchi et Di Gianantonio avec des GP23 et les Marquez, les frères Marquez avec les GP23. Moi, quand je dis que c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est parce que t'as vraiment du coup la VR46 d'un côté avec des Ducati et Grésini avec les Marquez de l'autre. Et je me dis, mais qui prend les décisions chez Ducati pour faire ça? Parce que ça veut vraiment dire qu'à la soirée de fin d'année du CE de Ducati, il y aura Marquez et Valentino Rossi. Tu fais une soirée dans la cuisine, hein. Non, mais c'est vraiment ça. Il n'y a que 4 pilotes officiels signés par la marque. Après, le reste, c'est là où on voit que Ducati joue. Non, Bezzecchi est signé par la marque. Bezzecchi est pilote officiel. Bezzecchi, c'est le son. Ouais, non, je vous rejoins. C'est vrai que c'est un line-up complet. Il y a presque personne à retirer quand tu regardes le talent qu'il y a ici. Il y a Morbidelli en fait, vraiment, c'est le camoulox de et Didia, sauf s'il confirme sa fin de saison. Ouais, et Didia, il était pas dégueu à Sepang, il a pas. Oui, voilà, mais faut qu'il évidemment, confirme. ça reste des tests. Moi, je suis la première à dire que les tests, ça reste des tests et qu'il faut. Oui, ça montre les tendances, mais il faut quand même attendre de voir en piste parce que les courses, t'as les enchaînements, t'as la course sprint, t'as tout ce qui va avec, t'as les week-ends qui s'enchaînent. Là, ils reviennent de vacances. Enfin, c'est pas la même forme. Ils testent beaucoup de choses aussi, beaucoup de choses qu'on sait pas. Donc à voir, mais ouais, à part Morbidelli et Paul nous rejoint là-dessus, je pense. Il y a pas, il est parfait ce line-up. De toute façon, Morbidelli l'année prochaine, il prendra la place de Locatelli chez Yamaha, et puis il emmènera Vignales avec lui, qui ira en coéquipier de Boulega chez Ducati. Ça fera plaisir à Pierre. Génial. Ils iront en moto I, comme ça ils continueront quand même. Non, sans blague, non, l'armada Ducati, là, de toute façon, comme tous les ans, mais c'est incroyable de signer autant de pilotes avec. Quand en plus que tu sais, bon, la GP24, on ne l'a pas encore vu en course, mais ils n'auront pas fait un très tôt de toute façon, donc c'est une moto qui va être là pour gagner. La GP23, c'est la meilleure moto de la saison dernière, et tu donnes ça à un mec qui a quand même été pendant des années le meilleur pilote du monde. Donc, je pense qu'on aura la même tendance qu'on a eue l'année dernière, c'est-à-dire que le début de saison, la moto N-1 sera plus performante que celle de l'année parce que, sans dire qu'elle n'était pas performante, Bagnaia était très très fort, il a gagné plein de courses, etc. Mais il y a les évolutions qui s'apportent sur la GP24 au fur et à mesure de la saison. Et du coup, que ce soit les Marquez, parce que même s'il y a Marc Marquez, Alex Marquez, il tire son épingle du jeu aussi avec la Grésini. Et Bezzecchi et Di Gianantonio vont commencer la saison. Eux deux, encore plus particulièrement, surtout Bezzecchi, qui connaît la moto de l'année dernière, et Marquez aussi. Alex Marquez, ça va être compliqué du coup de parler de Grésini avec les deux Marquez cette saison, mais ils vont commencer en ayant une moto qu'ils connaissent par cœur. Donc
je pense qu'ils ont de quoi se démarquer dès le début de saison. Et de toute façon, c'est là où il faut commencer. Il faut qu'ils marquent des points dès qu'ils pourront. Mais ouais, il va y avoir des bonnes choses à voir. Et à côté, Pecco Bagnaia vient encore d'éclater le record de la piste à Sepang avec ce qu'il a fait pendant les tests. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur la saison prochaine pour eux. Il y a 4 pilotes qui ont battu le record de Sepang. C'était 4 Ducati. Donc, les 4 premières Bagnaia, Martin, Bastianini et je sais plus c'est qui, je crois que c'était peut-être Alex Marquez. Mais Martin qui a fait des retours qui étaient intéressants aussi à Sepang, où il disait que le premier jour il comprenait pas parce qu'il n'arrivait pas à faire les mêmes temps que Pecco, etc. sur la moto, et qu'il s'est cassé la tête avec ça, etc. Et que le lendemain, au final, il a tapé des time attacks de malade. Ils ont pas mal aussi testé pas mal de choses sur le premier et deuxième jour, et ils ont tenté de faire les temps le troisième jour, et tout s'est beaucoup fait sur le matin parce qu'ils avaient peur. Il faisait plus frais le matin, le temps était différent, ils avaient peur aussi qu'il pleuve l'après-midi, et du coup ils se sont dit on fait nos temps le matin pour voir ce qu'on est capable de faire, et on verra l'après-midi si on a un peu de temps pour rouler, on pourra faire des choses. Bon, au final il a pas plu, ils ont pu rouler, mais ça a permis aussi à Bastianini de faire des très bons chronos. Après, Bastianini, c'est la seule course qu'il a gagnée l'année dernière, c'est Sepang, donc il savait à quoi s'attendre aussi. Mais ouais, c'est une saison qui commence déjà bien, et ça sera, on peut sans trop se tromper et sans trop prendre de risques dire que ça sera une année Ducati en 2024 encore une fois. Après, la place la plus dure, pour moi, là, elle va être celle de Bagnaia, clairement, parce ça va être l'homme à abattre. Il doit être encore meilleur que d'autres qui ont les crocs. Donc, bon courage à lui, parce que je pense qu'il va s'amuser. Je te rejoins, excuse-moi de te couper, mais il y a quelque chose, on parle souvent, on entend par exemple, c'est un exemple, Quartararo se plaint de sa moto en permanence, on lui donne pas les outils pour travailler, mais Bagnaia, son usine lui met constamment des concurrents dans les pattes et des bonnes motos à ses concurrents, et il se tait, où il dit de toute façon je suis là pour gagner, donc il faut que je batte tout le monde, et j'aime beaucoup cette mentalité là. Alors oui, Bastianini a l'air de bien aimer cette moto. Martin s'est montré tout de suite extrêmement rapide, et on parlait de clan tout à l'heure, mais apparemment il y a quand même un clan anti-Martin au sein de Ducati. Ils sont tous allés rouler pendant les essais World Superbike à Portimao, donc il y avait tous les pilotes Ducati et VR46, tous sauf Martin, qui lui est allé rouler à Montmelo, et il a déclaré que 3 jours avant il a appris que ça roulait à Portimao, on l'avait pas prévenu. Je me demande s'il n'y a pas aussi parce que Rossi a roulé à Portimao, je me demande s'il n'y a pas une partie de cette logistique de déplacement à Portimao qui a aussi été pris en charge par Rossi, parce que pour que ça se passe comme ça, c'est assez étrange quand même. T'avais Di Gianantonio, t'as les frères Marquez qui étaient là, les frères Marquez. Ouais, mais les Marquez, mais pareil, Marquez, il a la thune pour y aller s'il a envie d'aller rouler. Martin, c'est pas un problème de thune, non, c'est juste qu'on l'a pas prévenu. C'est un problème, comme tu dis, à mon avis, il y a un problème de connexion et sans parler d'amitié, mais au moins de connivence d'entraînement. Et il y avait Mignot à Portimao. Oui, mais parce qu'il a trouvé la place du passager ou oui, non, mais voilà, mais c'est qu'il y a la VR46 en fait. Mais oui. Didier qui était. Oui, mais si personne, comme dit Pierre, si personne te dit demain ça roule à Portimao, jamais tu vas avoir l'info. Et effectivement, alors après, mise à l'écart, peut-être, je sais pas, mais c'est juste des connivences, des connexions qu'il n'a pas. Donc Bastianini, il était à Portimao, j'ai un doute. Ouais. C'est drôle quand même, parce que du coup t'as vraiment le team VR46 qui était là-bas, et Bastianini c'était un peu le mouton noir, et au final il y est aussi ouais, mais je pense que, comme tu dis, il y a plus de connexion au sein de, tu vois, ils sont plus à même d'aider un Morbidelli, c'est ce qui s'est fait aussi, que d'aller aider un Martin. Et ouais, Martin, il est peut-être mis à l'écart. Et puis, c'est un clan italien, on va pas se mentir. Enfin, ça joue aussi. Attends, les mecs, ça fait 15 ans qu'ils roulent ensemble. Martin, ses potes, c'est Spargaro. Donc, bon. Pas de bol. Après, c'est horrible, mais Martin, cette saison, je le vois nulle part. Ah ouais, non, tu peux pas dire ça. Honnêtement, j'arrive pas à le voir en concurrent sérieux. Il m'a tellement saoulé l'an dernier avec son attitude de ça y est, je suis devant, donc je vais écraser tout le monde. Alors ok, tu veux être champion, je comprends. Mais à un moment, dès qu'il était devant, boum.
Ça tombait. Mm. Et à chaque fois, c'était oui, mais c'est jamais de ma faute. Non, il mais a y été un moment, problématique pour plein de trucs sur la saison et post-saison aussi. Moi, hein, de toute j'avoue façon. que la saison dernière, la fin de saison, Il était en roue libre. La saison dernière, je suis descendu de son. De son train. Voilà, j'aimais vraiment bien ce qu'il faisait au départ. Et franchement, à la fin, j'étais content quand Pecco a gagné. Je me suis dit, bon, c'est bon. Là. Mais de toute façon, Martin, le titre, il le perd au mental. Hein. Il le perd, enfin, il a fait des chutes, etc. Mais ces chutes, elles viennent d'où? Elles viennent de parce que il y est allé en mode chien fou et qu'il s'est dit, c'est bon, j'y vais. Et en fait, à chaque fois qu'il a fait ça, il est tombé. Donc, mais lui-même le dit. Hein, donc, Ou le choix de pneus, je suis meilleur que vous tous et je prends le soft, ça va passer. Oui, non, mais il était en roue libre. Franchement, je pense qu'il a été. Enfin, on sait même pas exactement qui l'encadre, mais je pense qu'il a pas été très bien conseillé sur cette fin de saison. Même en termes de communication, enfin, tout ce qui a été fait, tout le buzz qu'il y a eu autour de lui sur les plateaux espagnols derrière. Vraiment, c'était n'importe quoi cette fin de saison. Il serait bien avec un Yannone en responsable communication. Mais moi, je l'aime bien, Yannone. Il faut arrêter avec ça. Hein. Moi, je comprends une partie des gens qui n'ont pas d'affect pour Bagnaia et qui voyaient en Martin voilà, quelqu'un de plus flamboyant ou en tout cas avec plus de charisme. Quelque chose qui fait ressortir plus de sentiments. Voilà. Maintenant, je le vois cette année très très performant et carrément se battre pour le titre encore une fois. Alors là, j'ai pas de souci. Moi, je te rejoins là-dessus. Mais là, je vois allez, Bagnaia, Bastianini, Martin, Bezzecchi, peut-être un des frères Marquez pour se battre pour le titre et les autres à part Morbidelli, les autres ils jouent le top 8 quoi. C'est impossible de dire que Marc Marquez il va pas jouer le titre avec cette moto. Enfin, au moins en début de saison. Je sais pas. C'est au début de saison, oui, avant le Qatar, ils sont 20 à jouer le titre. Non, il devrait. Comme ça. Il devrait, mais j'ai pas envie de. Non. Mais Bastianini, j'espère que ça va être le renouveau pour lui aussi parce que l'année dernière c'était une saison qui était dramatique. On attendait le Pecco Bastianini la saison. Moi, à Portimao, quand Bastianini il a chuté, j'étais au bout de ma vie. Mais j'espère que ça va aller mieux. Il a l'air d'aimer la moto, il a l'air d'être content. Donc on verra. Et puis il est dans un team qui gagne. Hein, donc, J'étais étonné du choix de Ducati l'année dernière. Ducati, en termes de team management, c'est pas des enfants de cœur. Hein. Non. On l'a déjà vu. Et qu'il le garde, qu'il confirme son année de contrat supplémentaire à la place de Martin. Martin, ça fait 2 ans de suite où on lui refuse cette place. Voilà, c'est quand même un geste que je pensais pas voir. Donc voilà, Bastianini prouver qu'il mérite sa place l'année prochaine. Bagnaia, je me fais pas trop de doutes, il devrait re-signer rapidement. Je pense que c'est juste une question d'argent et le salaire. Se mettre d'accord, mais ça va, t'achètes tous les t-shirts. Mais c'est pas assez, il faudrait que vous en achetiez tous. Non. Alors, tu peux crever. Hein. Moi, je vais refaire mon stock de t-shirts Bezzecchi, mais pas du team. Genre Bezzecchi tout seul, parce que ce team est dégueulasse. Mais non. Moi, j'attends le retour de Kawasaki en MotoGP. Ah oui. Oh, vache. Mais T'as mis des cierges? Non, mais bon, on le voit où, Marc Marquez, cette année? Vraiment, parce que c'est quand même l'interrogation. Moi, vraiment, j'ai espoir. Enfin, pourtant, je suis féru de Valentino Rossi, team Valentino Rossi jusqu'à la mort. Et si je devais faire un choix entre les deux Kisno, on sait très bien qui je sauverais. Mais c'est un pilote qui est tellement incroyable avec ce qu'il a fait sur Honda les années où ça allait bien que s'il est capable de refaire ça avec Ducati, mais moi, je cours en slip sur les Champs-Élysées s'il gagne des courses, en fait. Enfin, et un top 5, je trouve que c'est pas délirant. Des courses, ça veut dire 2. Ouais, on va dire 5. Allez. Il y en a qui ont promis des tatouages à partir de 2 courses gagnées. Ouais, ils avaient pas consulté leur meuf avant. Mais ouais, Marc Marquez, gagner des courses, oui. Jouer pour le championnat, je ne sais pas. C'est moi qui dois trancher. Bah non, moi c'est Pecco. Non, Marquez, aucune idée. Donc on verra. De toute façon, après, il a le talent, il a la moto. Tu prends pas de risque donc, en disant Marquez. Tu vois, c'est qu'il y en a 2. Oui, Marc Marquez, si tu veux, je précise. Mais non, mais il a le talent, il a la moto, donc de toute façon, le révélateur, tu l'auras assez vite. Hein. Il va, pour savoir s'il est dans le rythme et s'il est en capacité de rejouer devant régulièrement. Et rejouer devant régulièrement, c'est à minima top 5 dès le début de saison et puis très vite des podiums et très vite des victoires quoi. Et quand je dis très vite, le quota arrive très vite dans la saison, donc voilà. On a Qatar qui l'aime bien, après oui. Portugal et après quota, donc oui. Mais de toute façon et puis le Portugal il va être attendu au tour dans cette année.
Après, c'est dur de se prononcer parce qu'il a toujours cette ombre de la diplopie qui plane au-dessus de lui à la moindre chute. Et quand c'est une moto que tu connais pas, va bien falloir à un moment qu'il aille faire ce qu'il fait d'habitude, tester sa limite. Mais ça va être curieux de voir comment il rattrape les chutes, etc. Parce que son style de pilotage avait quand même pas mal changé l'année dernière. Après, c'est ce qu'il disait sur les tests de Sepang. Il disait que le premier jour, il lui est arrivé tous les problèmes que tu peux penser avoir. Il a tout eu le premier jour, donc comme ça, il était servi. Et après, il était 14e, il me semble, sur le classement. Il finit P6. Voilà, et au test de Valence, P4. Voilà, et en plus de ça, faut pas oublier qu'il a roulé pendant très très longtemps chez Honda, il s'habitue à une nouvelle moto, etc. Moi, ça m'a rendu assez dingue de voir tout du côté médiatique, pas du côté médiatique les journaux, mais le côté random people comme nous, quoi, qui disait qu'il voyait déjà Marquez à la retraite à la fin de la saison parce que d'après eux, il était loin sur les tests. Déjà, ça reste des tests. Et puis, en fait, tu vois, il passe. Le champion du monde des tests, il a fini combien l'an dernier Alors, à Valence, il a fini premier. Oui, comme d'hab. Non, mais. Marquez, tant qu'il voudra rouler, c'est comme Rossi, il va trouver un team. Enfin, je veux dire, il représente tellement pour le championnat. Après, là, il y a un truc qui s'est passé du côté. C'est complètement personnel du côté de Marquez, mais Marquez disait qu'il continuerait parce qu'il avait envie d'avoir un dernier titre par rapport à son grand-père. Il avait fait tous ses discours par rapport à ça et son grand-père vient de décéder. Donc je pense que mentalement ça va jouer aussi sur les envies qu'il a dans la saison. Oui, bien sûr. Mais tant qu'il a envie de rouler, il pourra trouver un siège. Ça c'est sûr, mais c'est comme Rossi. Hein. S'il est dedans, moi je dis top 3. Mais, il y a une clause pour qu'il change de moto en cours de saison ou pas du tout? J'entends sur les années ou non. Pas du tout. Ça, c'est pas connu. Hein. Non, ça, c'est pas connu. Non. Bah, de toute façon, Ducati a été clair déjà du temps de la resignature de Bezzecchi en tant que contrat Ducati. Ils ont dit nous, l'année prochaine, il n'y aura que 4 GP24, c'est Pramac et Ducati Factory. De toute façon, tu peux pas aligner 8 GP24, c'est compliqué. Non, mais une cinquième. Ils ont fait une saison avec Marini. Exactement. Et c'était trop compliqué. Parce qu'en plus, il y a Pirot, donc ça fait 6 motos. C'est ça. C'est ça. Donc là, ils ont dit il y en aura 4, il y en aura 4. Et puis il y aura un contrat Ducati en plus pour Bezzecchi, parce qu'il a fait une saison quand même assez hors norme de ce point de vue-là. Ça se tient, quoi. Après... Pour Bezzecchi, l'interrogation qu'il va y avoir, ça va être... Mais moi, je me garde mes œillères jusqu'à la fin de la saison 2024, mais est-ce qu'il a bien fait ou pas de rester chez la VR46 ou de prendre la place de Pramac? Vous êtes tous d'accord pour dire que non. Vu ce qui s'est passé avec Morbidelli aux essais, pour moi, de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Tu as aussi l'option... Mais tu pouvais pas le savoir avant. Non, c'est sûr, mais si tu veux jouer le championnat, tu vises toujours la meilleure moto, la meilleure équipe. Non, mais tu as l'option aussi, Morbidelli revient pas là où il était et en fait il dégage et il faut remettre un pilote Ducati dessus, tu vois. Ouais, et peut-être... là t'as commencé à lire dans les entrailles des chats. Là. Non, mon chat est toujours vivant. Non, mais c'est vrai, mais en fait, à Morbidelli, mais c'est toi, Cyril, qui disait il va démissionner avant la fin de. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est moi qui ai dit. C'est parce que là, avec sa blessure, Morbidelli démissionnera jamais. Il se blesse tout le temps, quoi. C'est une sale blessure. Il a fait une commotion cérébrale et il était inconscient et apparemment il y a un caillot de sang dans le cerveau. Marquez disait que. C'est sévère. C'est quand même très sévère. Chef Marquez disait que quand les deux frères se sont arrêtés pour aller l'aider, il était vraiment dans une position assez étrange sur la piste, etc. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'il va revenir aussi, en fait? Et puis, regarde tous ceux qui ont eu des très grosses blessures. Marquez, voilà, il change de constructeur en espérant que ça aille mieux. Tito Rabat, il est jamais revenu au niveau qu'il avait quand il était champion du monde moto. Oui, c'était déjà Moto 2 à l'époque. Ouais. Donc, et il a pris un gros crash et il est jamais revenu non plus. Donc, mais même des petites blessures. Hein. Les premières blessures de Morbidelli, elles étaient chiantes, mais c'était pas au niveau par exemple, de ce que Paul Espargaro a pu avoir l'année dernière. La fin de saison de Bezzecchi, elle a été bien bouffée par sa chute en entraînement. Enfin, voilà, les pilotes, en fonction de comment ils gèrent aussi la récup derrière, ça change beaucoup. Et moi, c'est ça qui me gêne aussi dans ce calendrier surchargé, avec un nombre de courses pas possible. C'est qu'au final, les gars, ils n'ont pas le choix, ils sont à la limite. Donc forcément, ça tombe et ça casse. Mais on va se retrouver, je pense, avec énormément de turnover de pilotes. Maintenant, on n'aura plus je pense qu'on n'aura plus à terme des saisons avec des pilotes qui vont pouvoir rester au top niveau pendant 10 ou 15 ans, parce que à 22 courses ou 23 courses dans la saison, tout dépend. Un pilote comme Pecco, sur les 2 saisons dernières, il a quand même subi des chutes, mais elles n'étaient pas spectaculaires et blessantes. Et après, parce que Pecco, il a la chance, sauf son accrochage au Mans avec Vinales,
C'est le seul contre-exemple. Il chute seul. Mais il chute seul parce que souvent il est devant. Il part de première ligne et il réussit à chuter. C'est une manière de se préserver aussi. Mais la chute qu'il a fait, sa chute, elle était quand on pensait qu'il allait être vraiment blessé, qu'il s'est fait rouler dessus, etc. Mais là, oui, il a chuté tout seul. Il a chuté devant. Il chute au milieu de la piste là, c'est vraiment pas mal. Non mais oui, mais ça reste assez impressionnant. Après, il y a des hommes qui se brisent en mille morceaux dès qu'ils chutent, comme Martin ou Oliveira. Pedrosa. Et d'autres où on se fait rouler dessus et tout va bien, quoi. Et Morbidelli, son chat noir, c'est se blesser lors des essais. Sa fracture fémur péronée. Ou des entraînements. Fabio, il s'était blessé en entraînement. Bezzecchi s'est blessé à l'entraînement. Après, moi, je te rejoins je me suis fait la réflexion. C'est par rapport à un tweet que tu avais fait, Pierre, sur Toprak en disant il a envie de se blesser avant la fin de avant le début de la saison. C'est que ce calendrier de 21 courses, mais double sprint, etc., c'est que du coup, les pilotes, déjà, il y a toujours, en fonction des teams, les clauses où ils n'ont pas le droit d'aller faire du cross, etc., mais ils ont beaucoup moins de motos plaisir. Parce que là, ça reste du moto, c'est du plaisir, parce qu'évidemment, ils ne le feraient pas si voilà, mais ça reste de la moto, c'est leur travail. C'est leur performance. Et c'est ça, alors qu'on sait que les mecs de la VR46, ils adorent aller rouler au ranch. Quarta, il adore aller faire du cross avec ses potes en Espagne, etc. Et ils en ont beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup trop de risques de blessures, et c'est dommage aussi, parce que ça perd un peu de son attrait. Nous, on adore regarder les pilotes faire ça aussi. Donc... l'avantage de Marc Marquez chez Gresini, c'est qu'on aura du merch qui sera joli. Ouais, c'est pas sûr. Hein. Ça sera toujours mieux que la VR46. Ce bleu-violet, là, on ça, sait pas trop. Je trouve que c'est pas très chouette. C'est quoi, la VR46 ? Non, c'est dégueulasse. Non, la Gresini. Ah, moi j'aime bien. Ça passe. S'ils font du merch comme avec son casque spécial qu'il avait fait en fin d'année, toutes les couleurs, franchement, ça serait canon. Ouais. Mais je rebondis quand même sur la VR46. Du coup, le nouveau sponsor Perminata, il est quand même arrivé avec son énorme carré rouge et il a dit tiens, je vous mets ça sur une moto qui fait la promo de Stabilo, parce que la livrée vers 46 après, avec les photos de Sepang, je suis un peu redescendue sur mon avis, mais quand je l'ai vu sur la livrée, je me suis dit mais mon Dieu, c'est affreux. C'est ce mi-jaune, mi-blanc avec l'énorme sponsor qui est pas beau et tout le merch qui sont sortis à côté, c'est vraiment juste le carré rouge au milieu d'un t-shirt, quoi. Je vais vous proposer un petit jeu. Sur les teams Ducati, lequel finit devant l'autre ? Bagnaia ou Bastianini ? Bagnaia. Martin ou Morbidelli ? Martin. Ah, c'est celui-là. Bezzecchi ou Digia ? Bezzecchi. Ah, moi j'aurais peut-être dit Digia. Il y a une partie de mon cerveau qui dit Digia, mais Marc. Okay. On est assez raccord. Ouais, ça va. À part pour la VR46, je vous suis sur le reste. On a fait le tour des teams quand même globalement. On peut faire juste un petit point sur les tests. Les tests de Valence, on en a parlé dans le dernier épisode de la saison, parce qu'on avait fait un épisode avec Kevin de la boîte à clapper et Cyril, donc tous les trois, sur lesquels c'était Vignales, Binder et Bezzecchi qui étaient top 3 avec Marquez 4e. Et c'était la découverte de Marc Marquez sur la moto, etc. Et du coup, on vient de terminer les tests de Sepang, où il y a eu le check-down qui a été tenu en tête par Pedro Acosta dans les temps combinés en 1 minute 58 et 189 secondes, suivi de Paul Espargaro en 1 58 241 et Zarco en 1 58 400. Fabio était juste derrière avec une 1,58 438. Tout le monde n'était pas là, justement parce que les pilotes avaient roulé à Portimao. C'est surtout qu'au shakedown, seuls les pilotes de test, les rookies et donc les pilotes concession de catégorie 4 ont le droit de rouler. Ouais, et puis ils avaient l'avantage, les gars, d'avoir les gars comme si c'était mes potes, pas du tout, d'avoir roulé à Portimao aussi. Donc c'est un mal pour un bien, c'est qu'eux, pour le coup, ont fait du roulage plaisir aussi, parce qu'ils sont allés rouler avec Rossi. C'est assez drôle d'ailleurs de voir des images de Rossi rouler au même endroit que Marquez. Bizarrement, il n'a pas roulé avec un transpondeur aussi. Il a trop peur qu'on se moque de lui. Bon, et du coup, c'est pas de série sur la M1. Exactement. Sur la R1. Et du coup, ces tests ont été suivis des tests de Sepang. Donc, les premiers tests officiels de la saison ont commencé avec Morbidelli, qui était absent justement parce qu'il est tombé à Portimao, comme on le disait, et qui s'est fait un petit trauma crânien. Et du coup, il ratera aussi les essais du Qatar et serait théoriquement de retour pour la course.
Et pendant les tests de Sepang, au niveau des résultats, c'est Bagnaia qui clôture les 3 jours avec un temps, meilleur temps en 1,56,682, donc record de la piste explosé. Ouais. Suivi de Martin avec 1,56,854, Bastianini en 1,56,915 et Alex Marquez en 1,56,938. Dans ceux qu'on peut un peu attendre, c'est Acosta qui a roulé avec son meilleur temps en 1,57,365, qui n'est pas si loin que ça des autres pilotes. Fabio en 1,57,525 et Zarco en 1,57,942. Tu parlais de la VR46, Di Giannantonio était devant Bezzecchi parce qu'il était 8e avec un temps en 1,57,343 et Bezzecchi il était 15e en 1,57,867. Après, encore une fois, pour moi, ces tests, ça veut tout et rien dire parce que... C'est le seul à pas avoir amélioré son temps le 3e jour, Bezzecchi. Ouais. Donc est-ce qu'il a passé un soft ou je sais pas. C'est ça, ils avaient très peu de soft sur les essais, mais surtout, encore une Ouais, il n'y a fois... pas beaucoup d'écart encore en plus pour le Bezzecchi. Hein, ouais, donc et puis c'est des tests, en fait, il y a encore beaucoup de choses qui sont testées. Il y a eu... Tu te rassures là. Non. On va pas dire qu'il est Non, Bezzecchi avec nul. Non, hein, je reste sur le fait qu'il y a un énorme travail aussi sur l'aéro. On l'a vu, il y a eu tous les capteurs, pas sur la VR46, mais sur d'autres motos. Il y a eu tous les tests d'aéro qui ont été faits à Sepang. Beaucoup de choses que nous, on voit pas. Qui font que les tests, oui, ça donne une tendance pour la saison, mais ça fait pas tout. Parce que tu pars de là, tu te dis, bon, bah Marquez, il va finir loin dans le classement. Alors. Non, mais les tests, au-delà de tester vraiment la configuration pour les courses l'année prochaine, enfin cette année, c'est une question d'ego pour les pilotes. C'est sûr que faire le chrono, c'est pas obligatoire, mais tu vois, Bagnaia a réussi à mettre la pilule à Martin. C'est un signal fort qu'il lui envoie, et je pense qu'il en est très satisfait. Et si Martin avait pu faire l'inverse, il se serait pas gêné. Donc, il y a des petites choses comme ça qui comptent un petit peu. Mais le plus important, tu as raison, c'est le développement, les réglages de la moto pour qu'elle soit prête au premier jour de course. Et surtout moi, je pense le plus important aussi pour les pilotes, c'est de voir la capacité d'amélioration au jour le jour. Parce que, bon, Quartararo, quand tu prends l'exemple, il termine le shakedown à une 58.4, et puis après, il fait une 58.2, une 57.9 et puis une 57.5. Donc, il y a une capacité de progression qui est intéressante. Tu vois, typiquement, Acosta, il a à peu près la même trajectoire. Il y a à peu près chaque pilote, tous ceux qui étaient au shakedown, il y a quand même une très très grosse capacité d'amélioration. J'ai pas regardé Marini sur la Honda, mais je crois qu'il gagne quasiment aussi une seconde. Il y a déjà un gros travail d'adaptation à la moto, mais aussi c'est là que tout le travail de fond pour préparer la saison se fait. Et si tu arrives à gagner du temps, c'est important. Mais ce qui s'est passé sur les records du Tour pour les 4 pilotes qui passent sous les 1,57, c'est assez énorme, quoi. Et surtout, ça va dans le sens de ce qu'a annoncé Ducati, c'est-à-dire que la GP24, elle allait être au rendez-vous dès le début de saison. Et avec Bagnaia, Martin et Bastianini aux 3 premières places, voilà. Ils ont déjà une moto qui est très compétitive. Après, est-ce qu'elle ira dès le début de saison très haut ? On verra. Mais déjà, voilà, c'est les 2 grandes choses qui m'ont intéressé sur ces tests. Oui, je te rejoins. On a fait globalement le tour pour cette saison 2024, une saison qui donne en tout cas comme tendance qu'on va avoir beaucoup de choses à dire cette année, parce qu'il y a beaucoup de changements. On va finir avec notre petit point préféré qui sont les favoris, les challengers, les outsiders et les gros nulos de la saison. Déjà, moi j'ai une question, Cyril et Pierre, est-ce que vous vous souvenez de qui vous aviez mis l'année dernière ? Du tout. En favori, j'avais dû mettre Pecco et Marc Marquez, je crois. Ouais. Cyril, toi t'avais mis Pecco et Bastia. Après, Pierre, j'avais pas le reste pour toi, mais Cyril, t'avais mis en challenger, t'avais mis Marc Marquez et Fabio Quartararo. Donc, je me suis bien foiré, quoi. Ouais, moi j'avais mis Bestia, Quartararo, Marquez. Donc, tu t'es bien foiré aussi. Ouais, j'avais même pas mis Bezzecchi, j'avais aucun respect pour moi-même. Et les outsiders, t'avais mis Binder et Vignales, parce que t'avais mis Vignales, champion des sprints, et Binder, pas joué le titre, mais top 5 en novembre. Il était top 5, je crois. Et moi, j'avais mis outsider, Oliveira, Vignales, Martin. Franchement, Martin, outsiders, c'est peuvent jouer le titre, mais ne sont pas attendus. Ouais. Il était moins attendu l'année dernière. Et les gros nulos, on avait tous les deux mis Paul Espargaro, peut-être qu'on lui a porté l'œil. Ouais. Et on avait mis Nakagami. Pierre, j'avais pas la liste de ce que toi t'avais mis. Mais si, j'avais dû le faire le jour même. Mais tous mes pronos étaient bons. Ouais, sûrement. donc, surtout sur BetClick. Qui est-ce que vous voyez comme favori pour la saison 2024 ? Pecco. Ouais.
Ouais, j'ai mis Pecco et Martin. Ouais, moi aussi, je pense qu'on est assez d'accord. Martine, Cyril ou pas? Martin, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, je verrais plus Pecco Bastianini. Martin, ça va surtout dépendre de ce qu'il va décider pour la saison prochaine, pour la saison 2025, et de l'attitude de Ducati en lien avec ça. Parce que ce qui s'est passé parfois, après, je sais pas s'ils vont le faire, s'ils l'ont déjà fait par le passé, c'est quand un pilote décide de changer de marque, il a plus le même apport. C'est ce qui s'était passé quand Crutchlow est parti, il avait plus le développement. Et ça peut jouer, forcément. S'il y a un choix qui doit se faire rapidement de changer d'équipe, et quand je dis rapidement, ça peut être sur en avril, avril-mai, bah, ça peut tout changer dans la saison. Donc, à voir. C'est surtout dépendant de ça, moi. Mais j'espère que Bastianini va réussir à faire une saison pleine. C'est surtout ça que je voudrais pour lui. Pecco, je me fais pas de soucis parce que de ce qu'il a montré les 3 saisons précédentes, bah, il sait gérer plusieurs situations. Donc là, ça va être une inconnue un petit peu encore différente, mais je pense qu'il va savoir gérer. Et côté Challenger, donc Tu vois, tu nous as pas dit ton favori. Si, c'est Pecco et Martin. Et pas Bezzecchi, parce que je vais me porter l'œil. Mais les Challengers, du coup, c'est ceux qui peuvent jouer le titre sans être les favoris. Ceux qui jouent le titre. Ouais. J'ai mis, moi j'ai mis, même si c'est plus ce que je voudrais que ce qui risque de se passer, j'ai mis Marquez. Marquez. J'ai vraiment envie qu'il aille rejouer devant pour le spectacle, voilà. Et Bezzecchi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Martin, je le vois nulle part. Et Bezzecchi l'an dernier, ça a un peu faibli, donc pourquoi pas cette année. Ouais, je te rejoins, Marc Marquez, j'ai mis Bezzecchi et j'ai mis Bestia à ce niveau-là. Un titre romantique pour Marc Marquez? Un titre, 9e titre, ça serait déjà pas mal. Hein. Romantique, je sais pas. Mais toi, Cyril? Marquez? Enfin, Marc Marquez, ouais. Mais je pense qu'on a tous mis Marquez, du coup. Moi, j'avais mis... Je sais pas. En fait, c'est pareil. Je pense que les 5 premières courses vont être vachement déterminantes. Parce que je pense qu'il va... Après, ça va dépendre beaucoup de son approche. S'il veut faire trop vite, il sait ce qu'il attend aussi. Donc, il faut qu'il ait une approche différente. Je sais pas s'il peut l'avoir. Je sais pas s'il l'aura. Ouais, moi j'avais mis Bestia et évidemment le choix du cœur, j'avais mis Bezzecchi parce qu'il faut quand même se donner un peu de force. Dans les outsiders, c'est ceux qui peuvent jouer le titre mais ne sont pas attendus. Moi j'ai mis Acosta parce que j'y crois un peu. Jouer le titre? Ouais, j'ai envie. Je fais des paris. Je suis très mauvaise sur BetClick, donc quitte à faire des paris qui vont pas être gagnants. Moi j'ai mis Binder, Oliveira. C'est des pilotes qui voilà. roulent vite, mais pas toujours assez régulier. Moi j'ai mis Binder, je voulais mettre Oliveira mais je le vois pas aller jouer le titre. Je pense pas, mais je pense qu'il y aura de toute façon, ça va être très difficile d'avoir un outsider cette année compte tenu du goût d'étranglement qu'on va avoir sur le top 5 quoi. Donc ça va être alors je dis pas que tu vois typiquement un Oliveira il pourra faire des top 5 mais ça va être très compliqué d'enchaîner des top 5 régulièrement sur 6 ou 7 courses quoi. Donc oui, aller faire des top 5 de temps en temps. Mais toute la saison, accroche-toi au cocotier, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, et le gros nulos de cette saison pour finir? Dis-nous, Paul, je pense qu'on sait très bien à qui tu penses. Ah oui, non mais moi j'ai mis Morbidelli et Nakagami. Pour moi, c'est les deux pilotes qui ont, très honnêtement, je suis personne pour dire ça, mais pour moi, c'est les deux pilotes qui ont plus leur place sur la grille. Tout simplement. Donc une fois qu'ils font une dernière saison et on remplace par des mecs qu'on la dalle. Morbidelli, moi je pense qu'il va avoir du mal à démarrer la saison déjà. Ouais. Donc après un trauma crânien déjà. C'est ça, trauma crânien, Caillot, faut pas prendre de risques non plus. C'est pas. Tu vois, quand on est là, moi je trouve que c'est compliqué. Tu vois, de se mettre la pression et de dire je veux y aller quand même quoi. Au bout d'un moment faut que ça c'est valable pour tous les pilotes hein, que toutes les catégories, il faut qu'ils prennent soin d'eux. Donc louper des courses c'est pas grave, il y en aura d'autres et vaut mieux ça que de finir emplafonné dans un mur. Donc Morbidelli, moi j'espère juste qu'il prendra la bonne décision. C'est-à-dire pas aller faire le con à dire je veux rouler absolument. Parce que ça passera pas. Et puis voilà.
Mais ouais, en gros nulos, ouais, Nakagami, il a pas spécialement sa place. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on le dit et c'est difficile, mais bon, bah voilà, il est là tous les ans. Et toi, Pierre? Moi, j'ai mis Nakagami, je vous rejoins. Morbidelli, il a la meilleure moto, il a pas d'excuse. Il peut pas être un gros nulos. J'ai mis Mir, s'il nous refait une deuxième saison comme il a fait l'année dernière. Mais Mir, c'est dur quand même parce qu'il est quand même bien tombé et la moto l'a pas aidé. Quoi. Mais son rang, c'est le pilote du plus grand team du monde. Non, c'est ça. Mir, il y a beaucoup de pilotes qui sont dans des situations compliquées, dont Mir, qui doit de toute façon tenir son rang. Quoi. L'année dernière, il en a été à très 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 loin. Et cette année, c'est pareil, c'est la dernière chance. Quoi. Après, on accepterait que Marini se troue un petit peu. Se trouer, c'est relatif, mais l'année dernière, ce que fait Mir, c'est dégueulasse. Quoi. Et mon dernier nulos, c'est Vignales. Ouais, mais ça, c'est ta haine envers lui qui parle. Bah, il a qu'à être meilleur. Tu vois, c'est ça qui m'embête, c'est que Vignales, l'an dernier, il n'est pas si mauvais que ça au général. Quoi. Il est 7ème au général. Non, et il fait pas la moitié de ce que fait son coéquipier. Et Aleix Espargaro, il est 6ème au général. Oui, et c'est ça qui est dingue. Non, mais je parle en coup d'éclat. Oui, il était régulier, Vignales. Mais il n'était pas devant, il n'a pas signé de première ligne, il n'a pas signé de c'est plus ça qui m'énerve, c'est que le mec, il est capable de construire une saison en étant 7ème mondial et en faisant... Tu le vois pas. Et il fait n'oublie pas que la réflexion de Pierre se porte sur le fait que Aleix Espargaro sera meilleur que Vignales parce qu'Aleix Espargaro n'a pas été se battre avec Bagnaia dans un bac à gravier. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans qu'Aleix Espargaro est meilleur que Vignales. Aleix, je pense que c'est sa dernière saison en MotoGP et que il va avoir énormément de difficultés à tenir le rang déjà de 2022. Et donc il va commencer à s'étioler. C'est pour ça qu'Oliveira, à mon avis, doit prendre le devant sur les 2 pilotes officiels. Et il a les moyens, il a un entourage plus sain en termes d'équipe. Ça va être maintenant à lui d'en tirer profit. Bon, on a fait le tour. Ceux qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à nous dire qui sont pour vous les favoris, les challengers, les outsiders et surtout les gros nulos, c'est notre truc préféré. Nous, on attend la reprise avec impatience. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que la trêve hivernale est passée à une vitesse folle et que avec le Superbike qui reprend très bientôt, ça a été très court. En tout cas, on a hâte de voir ce que vont faire tous les pilotes dont on vient de parler. Vous pouvez continuer à nous suivre encore une fois sur le Discord, sur Facebook, sur Twitter, sur nos Twitter perso, Instagram et toutes les bonnes plateformes de streaming pour écouter tous nos épisodes parce que ça commence à faire un moment que ce podcast existe. Cyril, il commence à ne plus compter le nombre d'épisodes qu'il a fait. Voilà. Si on en est au 157, oui. On a bien fait une centaine au moins. Oh, oui. 130 en montage. Plus que ça. En montage, t'en as fait 155. Allez. En montage, j'ai dû en faire. Il n'y a pas les hors-série. Ah non, oui, c'était mon dernier épisode ce soir au micro, donc je vous laisse les clés. Moi, j'en ai fait à peu près ce que j'en ai voulu pendant 7 ans. Et ça m'a fait vraiment plaisir de tenir ça. Donc, je vous laisse les clés. Vous en ferez ce que vous en voudrez. J'espère que vous allez vous amuser. Parce que c'était cool. Bah ouais. Et puis voilà, quoi. C'est voilà, l'aventure continue. C'était ça qui est le plus important. Moi, je serai un petit peu derrière encore s'il y a des questions en début de saison, techniques, etc. Mais voilà, je vous laisse les clés, donc continuez bien. Tu reviendras faire un épisode avec nous dans la saison. Je sais pas. Tu restes pilote d'essai, hein, tu reviens quand tu veux. On a des wildcards, tu feras des wildcards. T'es notre Pedrosa du podcast. T'inquiète. Alors, je pèse 2 Pedrosa. En tout cas, si on est dans les déclarations larmoyantes, merci Cyril, parce que t'en as fait un truc où on est tous juste des gens qui sont passionnés par le même sport et qui peuvent se permettre de venir en parler et d'avoir des gens qui nous écoutent venir dire n'importe quoi sur des pilotes. Donc c'est beaucoup et merci pour tout ça. Et de toute façon, les clés de la maison, c'est toi qui as la clé originale. Donc tu sais très bien que ça sera toujours chez toi. Je laisse tout, moi.
Bon, merci beaucoup les garçons Merci pour cet beaucoup, Cyril. épisode. Merci à tous. Et on se retrouve très vite pour le débrief du Qatar maintenant. On se retrouve pour la victoire de Bagnaia au Qatar. Les deux, c'est Victor. On se retrouve à Valence en fait, allez. Merci beaucoup les garçons. Merci. Bonne saison, salut.